Salut à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un acteur international, chef d'entreprise, un acteur de talent, Milo Djurovic, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir, déjà c'est très gentil et très cool. Merci à toi de prendre le temps et tout, de parler un peu de ton parcours. Ma première question pour toi, ça serait, à l'école, quelle était la matière que tu détestais le plus ? Oh, toutes les matières où il fallait travailler. C'est-à-dire que le seul truc que j'aimais, c'était le sport, le dessin, les trucs où on ne se demandait pas de devoirs à la maison. Non, il s'avère que j'étais pas moi franchement, il y a un rapport en plus avec l'école pour moi et ce métier-là. Ouais. C'est que j'étais pas un super élève parce que j'acceptais pas qu'on m'apprenne quelque chose si on m'explique pas pourquoi on m'apprenait la chose. Ah. Donc, ça veut dire que j'étais extrêmement bloqué à l'école quand on me disait tu dois penser ça, tu dois dire ça, c'est comme si, tu n'avais jamais le droit de remettre les choses en question. Donc, ça a été un vrai problème. Et il s'avère que le départ de ce métier-là, parce que j'avais pas du tout, moi j'étais une fois au cinéma jusqu'à mes 18 ans, j'étais absolument pas destiné à faire un truc comme ça ou m'intéresser à ça surtout. Et je me rappelle, j'étais dans une école privée et j'étais en première ou en seconde. Et il y avait une fille dont j'étais amoureux qui arrêtait pas de dire je m'inscris au théâtre. Et il s'avère que moi, à la fin de l'année, pour l'année suivante, je m'inscris au théâtre, là où elle a dit qu'elle allait s'inscrire, et elle s'inscrit pas. Et je me retrouve à faire du théâtre pendant un an, un truc qui m'intéressait pas du tout. Moi, je voulais juste suivre la fille. Donc, comme quoi, tu vois, c'est même le fait de comment tu rentres dans le truc, il y a 1000 chemins différents. C'est incroyable. Ouais, Et après, professionnellement, ça fait comment je suis rentré un peu dans le truc. Ouais. Et professionnellement, l'histoire, elle est sans queue ni tête. Elle est que je suis avec une fille dont je suis à l'école et je fais que des conneries à l'école. Je suis viré du collège-lycée où je suis. Ouais. Qui des collèges-lycées hyper bien fréquentés, machin, si ça. Et je me retrouve plus aucune école ne veut de moi. J'ai un dossier qui est catastrophique, alors que je suis pas un méchant garçon, mais j'ai un dossier catastrophique. Ils disent, mettez-le dans une classe, il va pourrir toute la classe. et je me retrouve en école privée. Et en école privée, il y a la mère, moi je fais que des conneries en école privée, donc tous les soirs je suis collé. Et t'as la mère d'une fille qui me voit un jour à la sortie de l'école. Et la mère de cette fille était metteur en scène de théâtre. Et elle me dit, il faudrait que tu fasses du théâtre. Ma fille, elle me dit que t'es trop drôle, tu fais que des bêtises, machin, si ça. Alors, faire du théâtre et faire des bêtises, c'est deux mondes différents. Mais c'est comme ça que ça m'a amené à ça. Et moi, petit, jeune, je comprends rien, on est à une autre époque, tu vois. Je sais pas de quelle année tu es toi. Moi, je suis de 85. À l'époque, j'ai pas d'internet à la maison. Non, on n'a pas de portable. On a un portable où il y a que le serpent, il y a rien sur le portable. Et je me retrouve à lui poser une question, mais tu es comme un enfant arrogant, en lui disant c'est qui le plus gros agent de comédien. Et elle me dit la plus grosse agence à l'époque, c'est Armédia. Qui est avenue de Rap. Alors maintenant, ça a descendu parce qu'ils se sont fait dépasser par d'autres. Ouais, c'est ça. Et il me dit, c'est Dominique Besnéard, que nous, on connaît, c'est notre génération, que nous, on connaît, etc. Et je dis, ah bon, d'accord, et c'est où? Elle me donne l'adresse, je note sur un papier, je rentre à la maison. Tu sais, c'était les plans où il fallait que tu regardes arrondissement par arrondissement, où c'était, tu te rappelles? Et je m'en rappelle, moi, elle m'avait conseillé d'aller voir une agent qui était à Neuilly, qui s'appelait Myriam Bru. Et moi, je suis un enfant qui sait rien. J'ai 16 ans, 17 ans, je sais rien du tout. Et moi, je vais jouer au foot au jardin de Bagatelle, qui sont des grands jardins, des grands terrains de foot qui sont dans le bois de Boulogne, à côté de Neuilly. Et en rentrant de Bagatelle avec mon ballon sous le bras, j'ai 3 photos qui avaient été faites par un photographe professionnel. Et je vais voir cette Myriam Bru, qui la meuf, elle a 80 ans. Elle m'ouvre la porte. Il y a tout qui grince. La porte, ses genoux, sa voix, il y a tout qui grince. Elle me dit, mais je suis trop vieille, moi, pour m'occuper de toi, mon chéri. Mais il faut s'accrocher. C'est bien, tu as raison. Et je débarque un soir chez Armédia, le lendemain ou le surlendemain. Ouais. On a été, comme disent les jeunes, elle m'a donné un peu de force en me disant ça. Et je débarque le lendemain ou le surlendemain chez Armédia, donc. Et tu avais un bureau, t'avais un bureau d'accueil, et tu avais des longs couloirs à gauche et à droite. Et je vais là-bas et je dis, je voudrais voir Dominique Besnéard. La meuf à l'accueil, bien évidemment, elle te dit non, c'est pas possible, tu peux pas voir Dominique Besnéard. Et qui, c'est ça. Et elle me dit, et donc deux réceptionnistes sur 3 partent. Et t'as une fille qui s'appelait Linda, que j'ai jamais retrouvée. T'as une fille qui s'appelait Linda, que je voulais remercier, parce qu'au final, c'est elle qui me met un petit peu
le pied dedans malgré tout. Mhm. Et tu as cette fille qui s'appelle Linda qui me dit reviens demain matin à 11h, il sera là, dis rien, rentre chez toi ce soir, reviens demain matin à 11h et je vais faire en sorte que tu le rencontres. Oh, Moi, wow. le lendemain matin, je respecte pas les règles, j'arrive à 9h30, il n'y a personne à 9h30. Et je m'assois sur ce canapé qui est très grand, comme des canapés, mais je te jure, tu les as pas chez toi tellement ils sont grands. Et tu peux pas les mettre chez toi, c'est des canapés, ils font 4 mètres de large. Je m'assois sur un canapé qui est dans le couloir et je sais pas qui c'est le mec, parce que comme je t'ai dit au début, on n'a pas d'internet, nous, à l'époque. Ouais, à l'époque, ouais. Et tu vois tous les gens qui passent dans le couloir, bonjour, 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 bonjour. Et ils te disent bonjour, ils savent pas quitter. Ils voient un petit jeune qui est dans les couloirs, il a rendez-vous. Et c'est comme si aujourd'hui, tu es chez Adéquat, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, Si c'est chez ça. Adéquat, ils voient une tête qu'ils connaissent pas, ils vont tous dire bonjour parce qu'ils vont se dire, attends, c'est qui lui, il a rendez-vous avec qui Mhm. là-bas. Et jusqu'à un moment, il y a un mec qui passe une fois devant moi, bonjour, 2 fois, bonjour. 3e fois, il vient devant moi, bonjour, bonjour, vous cherchez qui? Et je dis, ben moi, j'ai rendez-vous avec Dominique Besnard. Il dit, ah ben, mais il est en retard. Et lui, il me regarde, il dit, bah, c'est moi. Et c'est comme ça qu'il va me prendre en rendez-vous, il va m'écouter, il va rigoler, il va me demander, t'es comédien? Je dis, non, mais j'aimerais bien. Et de ça, il va m'envoyer en cours de théâtre et il va me faire ma première expérience de tournage à 17 ans. Mais c'est extraordinaire, ça, en fait. Ouais, c'est une chance de fou parce que je suis absolument pas destiné à ça. Comme je te dis, moi, j'ai été une fois au cinéma Bah jusqu'à ouais. 18 ans. J'étais voir The Truman Show, je me rappelle comme si c'était hier. Et avec Oui. Jim Carrey. Et je te dis, j'étais absolument pas destiné à ça. J'aimais pas le français, j'aimais pas la langue française. Je pense que le théâtre, c'est le théâtre ou le cinéma, ou peu importe de quoi on parle. Mhm. Je pense que c'est beaucoup l'amour des mots. Alors, il y a un truc de Bien jouer, mais il y a sûr. aussi beaucoup l'amour des mots. Parce que tu as des acteurs qui sont instinctifs et tu as des acteurs qui sont plus dans le travail, etc. Moi, je pense que je fais Ouais. plus partie de ceux qui bossent moins, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus instinctifs. Mais non, je pense qu'il est nécessaire de travailler parce que l'instinct, à un moment, il y a un moment où ça marche pas. Donc, c'est mieux de travailler un peu son boulot, son métier, etc. Mais voilà, le démarrage, il est un peu fou. Et après, en connaissant des hauts et des bas, comme on connaît tous. De toute façon, tu n'aurais pas fait ce podcast, peut-être initialement, Bah, s'il n'y avait pas eu des hauts et des bas à certains moments. bah oui, non, mais l'histoire que tu racontes avec Dominique Besnard, c'est dingue parce que on a tellement cette vision que le métier s'est fermé. Bon, j'imagine qu'à l'époque, maintenant, tu peux plus le rencontrer, c'est impossible. Mais ce que toi, t'as Maintenant, il vécu, fait plus c'est... ça. Maintenant, il est producteur. Mais à l'époque, lui, il aimait bien ça. Tu sais, lui, il a pas mal de rencontres comme ça. Mhm. Je crois qu'il avait eu Florent Pagny à l'époque, qui l'envoie bouler complètement. Et je Ah ouais. pense qu'il aimait bien ce type de caractère, tu vois. Moi, j'ai constamment été comme ça. C'est-à-dire que, je vais pas te mentir, aujourd'hui, je le vis différemment qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand le téléphone il sonnait et que je voyais son nom ou un réa qui m'appelait ou un truc peu importe qui avait un rôle dans le métier qui m'appelait, mon cœur, je commençais à avoir de la tachycardie. Avant de répondre, je me disais, putain, il va y avoir un truc qui va se passer. Il s'est jamais rien passé, hein. C'est la folie. Ouais. Il s'est jamais rien passé. Ils m'ont jamais donné un boulot. Besnard, il m'a donné un boulot à la base. Premièrement, c'était un film de Jacques Fieschi dans lequel je suis coupé, avec Nathalie Baye, Roche Dizem, Ludivine Sagnier, un mec qui s'appelait Racha Boukvitch. Et il me donne un rôle sur 2 journées de tournage. Et moi, la vérité, c'est que je m'en fous, j'en veux même pas. Je me rappelle le cachet, je l'ai renvoyé à une association quand je l'ai eu. Je l'ai renvoyé Ah ouais. directement à une association, qui était l'association Laurette Fugain, je crois que ça s'appelait. Et je crois que c'est la fille de Michel Fugain qui était décédée, je crois, d'une maladie de sang, qui était un manque de plaquettes, une thrombopénie. Mhm. Et j'avais été touché un peu pour des raisons personnelles par le truc. Et j'avais décidé d'envoyer mon cachet là-bas. Donc, tu vois, j'étais pas du tout sur le truc je voulais vraiment vivre des expériences, voir ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Au début, quand tu vas en cours de théâtre, alors je sais pas comment c'était pour toi, mais moi au début quand j'étais en cours de théâtre, moi j'étais un gamin qui faisait que du sport toute la journée, j'étais comme un labrador, j'étais bon que à courir après une balle, tu vois. Donc Ouais. quand on m'a envoyé en cours de théâtre et quand on m'a fait faire des ah, oui, ou ah, je me suis dit, ils sont fous ces gens-là, ils sont pas normaux. Et il s'avère qu'à un moment, tu comprends pourquoi on te fait travailler tout ça. Les exercices, ouais, ouais. Et tu trouves un plaisir, tu vois. Je dis souvent, Mhm. moi, quand je parle avec des jeunes comédiens, alors j'ai rien à apprendre à personne, hein, parce qu'il y a des comédiens qui ont jamais fait de cours de théâtre qui sont extraordinaires. Il y a tous les schémas existent. C'est Bien ça qu'il sûr, faut ouais. se dire. Faut pas Mhm. se fermer sur un schéma. Tous les schémas existent. Maintenant, si je peux donner un conseil, parce que je vois de temps en temps des profils un peu uniques, un peu singuliers, etc. Mhm. Et qui te disent ah, moi je veux devenir comédien. À eux, j'ai envie de leur dire, travaille ta neutralité. Parce que si tu Ok. travailles ton exubérance,
tu seras toujours cet acteur exubérant et tu n'arriveras pas à bouger à gauche, à droite. Travaille ta neutralité, ce qui va te permettre d'aller un peu à gauche, un peu à droite, un peu devant, un peu derrière. Travaille cette neutralité qui est un peu le tronc de ton travail. Et malgré tout, j'ai envie de te dire que c'est difficile parce que c'est un podcast qui parle beaucoup des castings. Et malgré tout, c'est un chemin qui est tellement long et difficile que il faut s'armer de patience. C'est une course d'endurance. On a l'impression que c'est un sprint à chaque fois qu'on reçoit un casting. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je suis content quand je reçois un casting, mais j'ai l'impression que c'est un sprint. Tu vois, t'as 2 jours à 1 semaine pour apprendre ton texte, pour comprendre ce que tu as à jouer. Des fois, tu es accueilli, ils s'en foutent de te recevoir ou pas de te recevoir. Et moi, j'ai eu un casting une fois. Je vais donner les anecdotes sans donner des noms. Mais bon, si les personnes qui ont passé le casting, ils sauront c'est qui, bien évidemment. Un jour, je fais un casting pour une pub Lacoste. Et je passais beaucoup de casting pub. Bon, j'en ai eu quelques-uns, mais bon, j'en ai passé vraiment beaucoup pour le coup. Et très jolie pub Lacoste qui est pris par un mec qui s'appelle Paul Ami. C'est lui qui va la tourner au final. Il était nominé au César, je crois, à ce moment-là. Et je pense que ça lui a donné un réel avantage sur la pub, mais tant mieux pour lui. Et donc, je vais chez cette directrice de casting, qui est une grosse directrice de casting, pour le coup. Et j'arrive là-bas, et je pense qu'elle a déjà, elle sait très bien qu'il y a cet acteur-là qui est prédestiné à avoir la pub. Donc, et elle m'accueille, mais je te jure, mais comme si tu avais accueilli quelqu'un qui lui avait fait des problèmes, tu vois, comme quelqu'un qui lui avait, tu sais pas, qui elle t'accueille vraiment pas sympathiquement. Et je m'en rappelle, je lui dis, regardez madame, si vous pensez que vous allez me parler comme un chien, alors là, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil, je me casse. Je dis non, t'énerve pas, machin. Et il s'avère que je fais le casting. Et tu vois, elle te prend un peu de haut parce qu'elle castait beaucoup. Il y avait 2 directeurs de casting, elle fait partie des 2, qui castaient beaucoup pour les films américains. Ouais. Et elle avait casté Gossip Girl à l'époque, quand ils avaient fait le tournage à Paris. Donc, tous les trucs américains, c'était elle qui castait, elle et un autre. Et elle me dit, non, c'est bon, on fait une vidéo. Et on fait un essai. Elle dit, non, mais c'est pas mal du tout. Alors, c'était un truc un peu physique où tu courais, tu tombais. C'était une pub qui avait été tournée en Thaïlande. C'était chambé le projet. Tu avais 3 jours de tournage. Tu étais payé grassement. Je crois que c'était 30 ou 40 000 euros les 3-4 jours. Donc, tu vois, c'est toujours agréable de toucher cet argent-là pour bosser 3-4 jours. La pub était ultra belle, etc. Et il s'avère que je l'ai pas eu, mais c'est pas grave. Le truc qui se passe, c'est que des fois, tu es mal accueilli, donc tu as pas envie de passer la pub. Il y a les castings où tu vas, où tu sais que tu l'auras pas. J'ai un directeur de casting, je me rappelle à chaque fois qu'on m'envoyait, je disais à l'agent pub qui m'envoyait au pub chez lui, je dis, mais tu sais que tu m'envoies pour rien, je vais pas l'avoir, le truc. Mais bon, tu y vas quand même, tu te dis qu'un jour ça tombe, et quand ça tombe, t'es content, et donc... Non, c'est clair. Mais justement, en parlant de casting, toi, quelle relation t'as avec ça? Parce que tu disais que t'étais pas très scolaire, t'aimais pas apprendre les choses. Comment tu gères le fait d'apprendre des textes pour aller après les délivrer derrière? C'est dur. C'était dur très longtemps. C'était très dur. C'était très dur pendant très longtemps, je vais te dire. Ça a été très dur jusqu'à J'ai 39 ans, là. Ça a été très dur jusqu'à mes 32, 33 ans. Je vais t'expliquer c'était quoi le truc qui m'a débloqué. Ça a été le fait que j'ai été pris sur une quotidienne qui s'appelle Plus belle la vie. Et il te donnait tellement de trucs à apprendre que fallait apprendre super vite. Et ça m'a complètement désinhibé par rapport au fait d'apprendre. Parce que sincèrement, je n'ai absolument pas une capacité d'apprendre très vite, mot pour mot, des textes. Et ça a été mon angoisse très souvent. Alors, pour le coup, j'ai merdé à une pub Monde Gillette, hyper bien payé, chambé. Gillette, donc c'est Procter & Gamble, le groupe, qui fait tous les dentifrices, les machins. Un jour, ils appellent à Paris un agent pub et ils disent, écoutez, on a casté 4 fois, on n'arrive pas à trouver le mec pour nous faire la pub Gillette, machin, si ça. Donc, ils cherchaient un brun et un plus clair, un châtain clair ou un blond. Donc, moi, je corresponds au châtain clair ou au blond. Et je pars à Londres tourner cette pub. Et moi, j'apprends. Il y avait 2 textes.
Et moi, j'apprends le deuxième texte, j'apprends pas le texte du casting. En vérité, le texte du casting, une fois que le casting il est passé, il sort de ma tête. C'est-à-dire que moi, j'apprends sur du court terme. Ça rentre dans la tête, j'ai passé le truc, le soir même, je sais plus ce qui se passe. Je sais plus ce que je devais dire. Et ce qui se passe, c'est que je me retrouve à faire 2 jours de tournage à Londres avec des équipes britanniques, des équipes américaines, en ne connaissant absolument pas mon texte. Et ce jour-là, j'ai dit, je veux plus jamais que ce truc-là se arrive. Donc, je me suis, comment te dire, je me suis juré que je me remettrai plus jamais dans cette position-là. Et quand j'ai Plus belle la vie, ça aussi, c'est un truc, parce que il y a différents castings, hein. Je vais te raconter ça aussi. Quand j'ai Plus belle la vie, il y a tellement de textes à apprendre. Je me dis, il faut que je trouve un moyen de les apprendre. Et il s'avère que moi, quand tu me fais une répétition sur le plateau et qu'on se dit les phrases, les mouvements m'aident à retenir les mots. Ah, ok. Voilà, donc c'est ça qui m'aide. Parce que la vérité, c'est que si tu me demandais d'apprendre un texte, et même tu me laisses 3 semaines, 1 mois, tu me demandes d'apprendre une pièce de théâtre, je suis incapable de l'apprendre. C'est impossible. Si tu me fais pas bouger sur scène, si j'ai pas des souvenirs du corps en même temps, c'est impossible que je me rappelle de quoi que ce soit. C'est mais bon, depuis ce truc-là, j'arrive à apprendre beaucoup, beaucoup plus facilement. Ouais, t'as la mémoire physique en fait, ça veut dire il faut que tu le vives, comme ça tu retiens, ouais. C'est ça. En vérité, en même temps qu'on dit les trucs, je me dis, à ce moment-là, tu ressens ça. Donc, on va dire les mouvements physiques, les sensations du corps et les mots, ils travaillent tous ensemble pour débloquer la situation, pour faire avancer la situation. Alors, peut-être, parfois, je le fais bien, parfois, je le fais pas bien, hein. Donc, ça, c'est la remise en question de tout comédien par rapport à tout nouveau rôle. C'est-à-dire, tu pouvais être extraordinaire sur un rôle et tu peux être nul à chier sur le prochain. Ça, tu sais pas. C'est clair. J'aime bien tout à l'heure, tu parlais de casting de Gillette à l'international. Moi, j'aimerais qu'on parle du film que tu as fait récemment, Mary, avec Anthony exactement. Hopkins, de DJ Caruso. Déjà, comment on se retrouve dedans? Je vais te raconter, c'est une folie. C'est-à-dire que en soi, j'accepte qu'on ait appelé ou moins appelé, etc. Ça, je l'accepte complètement. J'ai arrêté Plus belle la vie. On était sorti de Covid, donc il y a à peu près 2 ans et demi. J'ai tourné une pub avec Éric Judor suite à ça. Et derrière ça, je n'ai pas eu 2 rendez-vous sur l'année. Ça veut dire que j'avais rien. J'avais pas de rendez-vous, rien du tout. On m'appelait pas, etc. Et il y a un agent que je rencontre, que je connaissais par les réseaux. On se connaissait, on avait par les réseaux communs, hein, pas les réseaux sociaux. On avait des réseaux communs, donc on se connaissait. Et puis je le croise un jour sur la plage en Normandie et il me dit si tu veux, je peux m'occuper de toi. Alors moi je te dis la vérité, je peux m'occuper de toi. Il me dit qu'est-ce que tu vas t'occuper de moi? Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Et puis il s'avère que je dois lui reconnaître que lui, il y croit toujours. Moi, j'y crois jamais et lui, il y croit toujours. Ça veut dire que peu importe le boulot, vas-y, viens, on va à fond, c'est super, machin. Des fois, il m'envoie des trucs. Je lui dis, mais non, c'est nul le truc que tu m'as envoyé. Mais tu rigoles ou quoi? J'ai une demi-journée de tournage, c'est nul à chier. Pourquoi tu m'envoies là-dessus? Et bon, au bout d'un moment, c'est pas très grave. En même temps, c'est son métier d'y croire. Donc, c'est lui qui a raison en même temps. Et il m'appelle un week-end. Et comme quoi, tu vois, je t'ai dit, pendant 6 mois, pas un casting. Et en week-end, il m'appelle. Et il y a 4 castings à faire du dimanche au mardi matin. Je dois envoyer 4 tapes. Comme je t'ai dit il y a 5 minutes, moi j'ai beaucoup de mal à apprendre les textes. Et je me mets dans ma tête, je me mets une sorte d'ordre de priorité. Il y avait 3 films français, 2 films français, une série et ce film américain. Alors, les films français, j'ai un copain à moi qui a fait Plus belle la vie, qui a tourné un peu derrière, qui a tourné pas mal derrière, qui s'appelle Boubacar Cabot, avec qui on fait les tapes, parce qu'on s'aide beaucoup sincèrement, entre copains, entre comédiens, on s'aide beaucoup. Tu as besoin d'une tape, tu appelles un pote, s'il te plaît, tu peux venir me faire une tape, frérot, s'il te plaît, machin, ça. On essaie de s'aider un maximum, parce que c'est compliqué, je pense qu'il faut s'aider. Et ce qui se passe, c'est que je lui dis, j'ai 2 tapes à faire, mais on les fait, moi, en plus, je suis le pire mec du monde sur les tapes. Ça veut dire que je devrais presque pas le dire. Mais moi, je fais une prise et je l'envoie. Même s'ils disent qu'il faut envoyer 2 prises, je fais une prise. Si elle est bonne, je l'envoie. J'en ai rien à foutre. Je me dis, de toute façon, ce ne sera pas toi.
Je fais la même. Ben c'est ça, tu vois. C'est au bout d'un moment, tu te dis, qu'est-ce qui va changer? Je fais une bonne tape, on me rappelle pas. Je fais une mauvaise tape, des fois on me rappelle. Je dis, c'est pas ça qui va influencer le truc, mais il faut faire la tape quand même. Et donc on est au mois de septembre. Je fais ces tapes. T'as deux films français. Il y en a un qui se tourne à Marrakech, qui est une comédie. L'autre, j'ai oublié ce que c'était, peu importe, c'est pas grave. Et la série, j'ai oublié ce que c'était, peu importe aussi. Et puis, il y a ce film américain où on me dit film historique, tu joues un prophète, protecteur, machin, ci, ça. Et puis, il y a 3 morceaux de phrases. Mon pote Booba, il parle anglais comme moi, je parle swahili, tu vois. Donc, je lui dis, je vais pas lui demander à lui, il est nul. Et j'appelle mon agent qui s'appelle Sacha. Je lui dis, Sach, t'as pas une idée avec qui je pourrais faire la tape en anglais? Parce que moi, tous ceux qui parlent bien anglais, je les ai pas sous la main. Et il me dit, écoute, appelle une directrice de casting qui casse pour un si grand soleil qui s'appelle Johanna Delon. Okay. Il me dit, appelle Johanna Delon. Je l'ai vue cette semaine, elle est moitié américaine, donc elle parle très bien anglais. Et il s'avère que je fais la tape avec Johanna. Et on fait la tape pure, donc ce qui est demandé sur les scènes. Et elle me dit, viens, on met en scène une situation un peu, pas parler, juste jouer, etc. Là, moi, je te dis la vérité, quand j'ai vu les extraits, je trouve ça nul, mais nul, de ouf. Mais bon, c'est pas à moi d'apprécier, c'est aux autres d'aimer. Et donc, de septembre-octobre, hein, à peu près, pas de nouvelles. 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, pas de nouvelles. Je me dis, ah, c'est mort. Tu vois, ils t'ont appelé, et tu t'es dit, le truc, quand ils t'appellent, c'est que généralement, il n'y a que les premiers rôles où on sait un peu en avance qui va être pris. Mais pour les rôles secondaires, tu sais que c'est sur des courtes périodes et que tu pars vite en tournage. Bien sûr. Ouais. Et je m'en rappelle. Alors moi, j'ai une autre activité à côté. Je fais des travaux dans le bâtiment. J'ai une petite société, une petite structure et je fais des travaux. C'est mon quotidien. Et je m'en rappelle, je suis au ski avec mes copains. On s'est échappé 4 jours à la montagne. Et j'ai 2 chantiers. On est le mercredi soir. On est mi-janvier et j'ai 2 chantiers qui s'annulent où les gens m'appellent. Ouais, on peut pas faire le chantier. Il y a quelqu'un qui est tombé du toit et une autre raison XY. Je me dis, comment tu veux savoir? Ils t'ont dit la vérité. Tu peux pas savoir. C'est impossible. Dans tous les cas, tu sais, tu feras pas le boulot. Et j'ai un copain qui est très fort dans le boulot, dans les affaires, qui me dit, tu sais, fils, peu importe, quand il y a une chose de mauvais qui arrive, ça laisse la place pour une bonne chose. Je dis, ouais, peut-être t'as raison. Et la réalité, c'est qu'il faut garder ce cap mindset, de rester positif constamment, ce mindset de rester positif constamment. Et le soir, on va pour prendre un verre, on est à la Clusa, il n'y a pas grand-chose à faire. On est 2e semaine de janvier, il n'y a personne, c'est vide. Donc, on fait des tours dans la ville à pied, on boit des coups, on mange, etc. Et on est devant un magasin, je me rappelle, on s'est partis tous s'acheter le même t-shirt pour faire un souvenir, tu sais, tous les mêmes t-shirts des vacances. Comme ça, quand tu le vois, tu t'en rappelles. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que j'ai mon agent qui m'appelle, qui me dit, écoute, bon, d'abord, il me casse la tête sur un truc, donc on s'accroche un petit peu. Moi, je lui parle comme je te parle. Hein. C'est vraiment comme ça. Et il me dit, écoute, Milo, j'ai les Américains qui m'ont appelé. Quoi? Et il me dit, ouais, j'ai les Américains qui m'ont appelé. Et il me demande, est-ce que t'es SAG? SAG, c'est le syndicat des acteurs américains. Okay? Ouais, aux États-Unis. Est-ce que t'es SAG? Voilà, le truc des États-Unis, là, que nous, on n'a pas ici. Est-ce que t'es SAG? Est-ce que ton passeport est valide? Est-ce que tu sais monter à cheval? Est-ce que... ça, c'est un mercredi soir. Et est-ce que, si on part en tournage rapidement, est-ce que tu serais OK pour partir en tournage? Et moi, je lui dis, écoute, alors, je ne sais pas monter à cheval. Je ne suis pas SAG. Le seul truc qui est vrai, c'est que j'ai le passeport qui est valide et que je ne suis pas SAG. Tout le reste, je suis nul pour tout. Je ne sais pas monter à cheval. Mon anglais, il est très moyen. Et je sais pas ce que j'ai à faire, tu vois. Donc je lui dis, écoute, dis-leur oui à tout. Dis-leur sur le cheval, dis-leur oui. Moi, je me dis que j'ai 10 jours devant moi. Je vais appeler mes copains qui font du horseball, du polo. Je vais leur dire, regardez les gars, appelle ton coach ou un mec à l'écurie. Dis-lui qu'il met sur un cheval 4 heures par jour. Et comme ça, j'arrive là-bas et je suis pas, tu vois, je suis monté une fois sur un âne quand j'avais 10 ans en bled. Je sais pas faire de cheval, il n'y a rien à voir, tu vois ce que je veux dire. Et il s'avère que, donc ça, on est mercredi soir. Il me dit, écoute, j'envoie un mail. Le jeudi fin de matinée, on a un retour de la directrice anglaise qui s'appelle Jade Rambo, qui dit, écoutez, super pour tout. Donc, on a menti que j'allais faire du cheval. Hein. Elle me dit, super pour tout.
Le réalisateur, il voudrait savoir est-ce que Milo serait d'accord pour faire un rendez-vous en Zoom avec lui demain matin. Oh, ouais. Ils sont flous, ces gens-là. Bien sûr, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est moi qui veux travailler. Les comédiens, ils vont en trouver 1 milliard. Ouais, Et c'est clair. ce qui se passe, c'est que on était donc à la montagne en Haute-Savoie et dans l'après-midi, on allume les voitures et on rentre à Paris doucement. Et je m'en rappelle, l'agent, il m'appelle 800 fois sur la route, 800 fois. Il me répète les mêmes choses. Mon anglais, il est vraiment pourri, hein. Je te jure que à ce moment-là, moi, je dis pas qu'il est bien aujourd'hui, mais à ce moment-là, il est vraiment, vraiment pourrave, mon anglais. Et c'est-à-dire, je lis, mais quand Ouais, tu pour me lire, parles en ouais. anglais, je comprends rien. Ça va trop vite, tu vois ce que je veux dire. Je capte les discussions de base, mais c'est nul. C'est ça. Et tu peux pas. L'anglais pour travailler, l'anglais pour voyager, c'est absolument pas la même chose. Bah non, c'est clair. Et ce qui se passe, c'est que sur la route, il me dit on a reçu le scénario, faut que tu le lises, faut que ci, faut que ça. Je me Oh, dis merde. ouais, il est trop fou. Et je lui dis mais sache, je peux pas apprendre entre ce soir et demain matin à parler anglais. Qu'est-ce que tu racontes? Et il me dit si, appelle tel, appelle ci. Et tu vois, il est fou. Lui aussi, il est fou complet. Là, tu te dis, Il il y est pas croit, normal ouais, des ouais. fois. Mais il y croit, mais même des fois, ça va trop loin. Donc aujourd'hui, on en rigole, hein. Et je m'en rappelle, moi, j'avais prévu d'aller dîner ce soir-là avec les copains à qui j'étais au sou. Ouais. Et je dis, bon, on va aller dîner, machin, ci, ça. Et je dis, je vais rentrer à minuit, je vais lire le scénario à partir de minuit. J'ai un Zoom à 9h30 du matin. Ouais, tu Ça va parles. le faire. À minuit, je suis rentré à 6h30 du matin. Je t'explique, j'ai rien respecté du tout. Je suis rentré à 6h30. J'ai commencé à lire, mais mon cerveau, il était tellement embrouillé que je n'ai absolument rien compris à l'histoire. Pour moi, c'est Game of Thrones, tu vois. Si t'as pas une map avec Ouais. les personnages, tu sais pas qui est qui dans l'histoire. Et Non, c'est clair. derrière, je rentre 6h30, 8h, je dois m'endormir. 8h45, je me réveille, je dors 45 minutes, je suis défoncé. Et là, je me dis, je vais me connecter au Zoom parce qu'il me dit 10h30. Mais moi, je sais pas c'est quel créneau horaire. Et Quel son fuseau 10h30 horaire, à ouais, quel lui, fuseau. c'était mon 9h30 à moi à Paris. Ok. Et je m'en rappelle, je me mets devant je me connecte sur le Zoom, qui était où la porte, la chambre Zoom, elle était ouverte. Je me Ouais. connecte sur le Zoom, tu vois, mes yeux, on dirait un panda, tu vois, les grosses cernes et tout. J'ai pris les lunettes de vue, j'ai posé les lunettes de vue et je me rappelle, je lisais le scénario. Et moi, alors, c'est un film religieux, pour tout ça, pour resituer. C'est un film religieux qui parle de Marie, la mère de Jésus. OK? Donc, les images sont fantastiques. Je sais pas ce que vaudra le film. Les images sont fantastiques. Je pense qu'on aura certainement un bad buzz. C'est sûr, parce que tous les films sur le thème ont un bad buzz. Bien sûr, ouais. Donc, c'est sûr qu'on aura un bad buzz. La Passion du Christ, elle a eu son bad buzz. Alors, je dis pas qu'on est la Passion du Christ, hein, mais c'est sûr qu'on aura un bad buzz. Mais le problème que j'ai, c'est que moi, je n'ai absolument aucune... Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Ouais, j'ai pas disparu. Voilà. Et moi, c'est les acteurs de ce film qui sont en train de m'appeler là de l'étranger. Donc, je suis resté moi très copain avec tout le monde. Ah, cool. Et ouais, méga copain. Et c'est ça les bienfaits du truc, c'est ça que je vais te dire juste après. Et ce qui se passe, c'est que le matin, donc je me lève, j'essaye de lire le truc, mais je n'ai aucune culture religieuse. Donc moi, je sais pas qui est Marie, qui est Joseph. Ok, je sais qui est Jésus, mais je sais pas qui est Marie par rapport à Jésus. On me dit qu'il y a 3 Maries, on me dit que sa femme, elle s'appelle Marie, on dit que sa mère, elle s'appelle Marie, on dit que sa maîtresse s'appelle... Qu'est-ce que vous racontez? C'est qui tous ces maris? C'est qui toutes ces Maries? C'est quoi? Il y a un prénom à l'époque ou quoi? Je comprends pas ce qui se passe. Et j'ai le Zoom avec le réal, avec la directrice de casting. Et lui, c'est un mec qui s'appelle DJ Caruso, qui a fait quelques films. Je pense que le plus connu pour moi à l'époque, c'était Triple X. Avec Ouais, Vin avec Diesel. Denzel. Vin Diesel, ouais. Parce qu'il en a fait avec Al Pacino, avec Matthew McConaughey, mais je les ai pas vus. Je te dis que je n'ai pas la plus grosse culture cinématographique du monde. Alors, il y a des jours où je m'enfile 5 films dans la journée, où je les regarde comme ça. Des fois, je me dis, ah, c'est lunaire, et des fois, je me dis, c'est cool. Et je suis un très mauvais public. Hein. Et en one man, c'est le pire. Ah, t'as l'impression que t'as enterré mon père et ma mère quand tu m'amènes en one man. Je suis comme ça tout le one man. C'est un enfer. Et ce qui se passe, c'est que je dis au réal, donc le réal me parle, me raconte, il me dit, je dis, mon personnage, c'est quoi exactement? J'ai très bien compris. J'ai commencé à lire. Alors lui, les Américains, ils sont toujours hyper enthousiastes et tout. Toujours. Quoi, ouais. t'as déjà commencé à lire? Non, t'as envoyé le scénario hier soir. Amazing. Ils sont hyper enthousiastes. Ça, c'est tout est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors quand ils sont énervés, c'est casse-couille. Mais quand ça se passe bien ou quand ils sont contents,
waouh, c'est chambé. Et ils sont tout le temps très excités, tu vois. Quand ils ont une idée, c'est genre, waouh, faut que je te raconte un truc, j'ai pensé à un truc, machin, mais c'est super. Ils s'appellent, ils changent les scénarios. C'est une autre façon de travailler. Bien sûr. Et ce qui se passe, c'est qu'il m'appelle donc le matin en Zoom et il me parle. Je te jure, je comprends rien. C'est un putain de Californien, je comprends rien quand il parle. C'est une folie. Mais au jour d'aujourd'hui, je le comprends toujours pas. J'ai amélioré mon anglais, mais je le comprends toujours pas. Mais sympa comme tout. Sympa comme tout. Son fils, il était avec nous sur le tournage. Il faisait les SFX, là, les special effects, là, les effets spéciaux, là. Donc, super mec, très sympa, le fils et tout. Le réa aussi très cool. Bon, après, moi, même si j'ai eu pas mal de jours de tournage, parce que je finis avec 17 jours de tournage quand même, ce qui est plutôt pas mal. C'est charmé, j'ai un rôle qui accompagne les personnages principaux pendant très longtemps. Donc, j'ai eu peu de texte, j'ai eu quelques situations à jouer, mais en soi, j'ai vraiment pris ça comme des vacances. Et pour le coup, tu vois, je l'ai pris comme des vacances parce que j'avais pas de pression. La pression, il était toujours sur les personnages principaux. Et l'actrice principale, qui s'appelle Noah Cohen, quand Hopkins va arriver sur le tournage, en vérité, toute la pression qu'elle avait sur elle tout seule, parce qu'elle a 50 jours de tournage, quand Hopkins il va arriver, elle a plus zéro pression parce que tout le monde s'en fout de sa tête, tout le monde est concentré sur Hopkins. Donc tu vois, comme quoi, ça sert à rien de se prendre la tête plus que ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il me parle, et moi je lui dis, et il me dit, ouais, je veux un personnage un peu physique. Alors moi, je fais un grand format de garçon, je fais 1m94, je fais presque 110 kilos, donc je suis un grand format de garçon, ce qui n'est pas, je pense, un avantage pour retourner en France, parce que très souvent, tu as des comédiens ou des comédiennes qui sont beaucoup plus petits que toi, et ça crée des déséquilibres. Donc, si demain tu me demandais de jouer Roméo de Roméo et Juliette ou Joseph ou Jésus, ça va être compliqué de mettre un Jésus de 2 mètres de haut qui va à la muscu, tu vois, c'est pas possible, ça tient pas, c'est pas cohérent. Et ce qui se passe, c'est qu'il me dit, il me parle, et moi sincèrement, ma politique, c'est de dire ce que je pense. Et je lui dis, écoute, DJ, je comprends rien à ton histoire. Pour moi, c'est Game of Thrones. Je connais pas les personnages. J'ai pas de culture religieuse. Lui, c'est un putain de catho croyant et tout, etc. Il va à l'église tout le temps, machin, ci, ça. Je dis, moi, je connais rien du tout. Je dis, il me dit, ok, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas un souci pour ça. Moi, j'ai besoin que tu nous ramènes ta physicalité. Je dis, ok. Et il me dit, quoi? Il me dit, et moi, je lui pose la question. Il me dit, est-ce que tu as des questions? Je dis, ouais. Est-ce que tu as besoin? Moi, je me dis, allez, je sais pas, moi, pour l'instant, je suis pas pris, c'est juste un rendez-vous Zoom. Il me dit, est-ce que tu as des questions? Je dis, ouais, j'ai une question. Est-ce que tu as besoin que le mec, ça soit à X-Men, tu vois? Ou est-ce qu'il a juste besoin d'être... Non, il dit, non, t'es très bien comme t'es, ne va pas te massacrer à la muscu, machin, c'est ça, t'es très bien comme t'es. De toute façon, tu vas pas habiller comme à l'époque, 8 couches de vêtements, etc. Donc, t'inquiète pas, c'est pas un souci du tout. Et il me dit, moi, j'ai besoin que tu nous ramènes. Lui, il me le vend un peu comme un prophète. Moi, mon personnage s'appelle Malachi, donc Malachi en français. Et on me le vend, c'est un prophète très important. Alors moi, je vois pas ce qu'il fait dans l'histoire parce que c'est un anachronisme dans l'histoire. Moi, je suis un anachronisme, je ne vais pas être là. Et parce que ce Malachi, là, ce Malachi, Malachia, lui, il vit en 500 ou 600 avant Jésus-Christ. Donc, il n'a rien à voir avec Marie, Jésus, etc., qui sont autour de zéro. Et il me dit, non, moi j'ai besoin que tu nous ramènes un truc, une sorte de sagesse, un truc un peu différent, un peu comme ça. Et je lui dis, ok, très bien, machin. Et il me dit, et il me dit, dernière question, est-ce que si on part en tournage rapidement, est-ce que tu es toujours intéressé pour venir travailler avec nous? Je me dis, il est fou le mec ou quoi? Je dis, pardon, mais ça va bien ou pas? Il me rigole. Je dis, non, je te pose la question, est-ce que ça va bien? Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que moi, mon quotidien, c'est de me lever à 6h du matin, d'aller voir les ouvriers, de me disputer avec eux parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on a dit la veille. Et toi, tu me proposes d'aller au Maroc, faire 2 mois de tournage, tout frais payé, au soleil, un film américain, chose qu'on n'a pas souvent, tu vois ce que je veux dire? Alors moi, je suis pas au courant qu'il y a Anthony Hopkins à ce moment-là. Je suis pas au courant du tout qu'il y a Anthony Hopkins à ce moment-là. Et il me dit, donc toi tu me proposes ça. Et il se met à rigoler, il me dit, ah merci, c'est sympathique, ta fraîcheur. Tu vois, ils aiment juste que tu leur dis, que tu leur parles franchement. L'audace, quand tu parles franchement, ça passe ou ça casse. Et la réalité, c'est que je pense que c'est une des meilleures choses à faire dans la vie parce que quand on compose, à un moment, on peut plus composer.
On est Bien fatigué de sûr. composer. Mhm, Donc, je pense qu'il mhm, faut rester qui on est. On y mhm. va. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Le principal, c'est de se dire qu'on a donné le maximum. Ouais, ouais, ouais. Et avec ce donner le maximum, on n'a pas de regrets. Je pense que c'est ça ma politique, moi, au final. C'est de pas avoir de regrets. Peu Mhm. importe ce qui se passe, même les castings. Des fois, tu passes des super castings, tu es content de ton travail, etc. Et t'es pas choisi. Et des fois, tu as des castings et tu te dis, mais pourquoi ils m'ont pris moi? Je comprends pas. C'est clair, ouais. Donc, ouais. Donc voilà, c'est comme ça que j'atterris sur ce film-là. Et l'aventure, elle est extraordinaire. Alors, c'est pas mon aventure numéro 1, Mhm. mais je pense que je peux la classer en numéro 2 ou 3 avec Plus belle la vie, parce que humainement, Plus belle la vie, j'ai bossé avec des gens qui sont mes amis aujourd'hui. Bien Donc, sûr. ça te change tout, tu vois, quand tu bosses sur 2 ans et demi Mhm. avec des gens qui sont tes amis. Tu vis le truc différemment, mais là c'était Mhm. extraordinaire. 2 mois au Maroc, je savais pas faire du cheval, j'ai appris à faire du cheval. Je parlais anglais comme une chèvre espagnole, mais non, je parle anglais plus ou moins mieux quand même. Du moins, tu peux me mettre en En call, ça FaceTime passe. avec quelqu'un Ouais. qui parle que anglais. Alors, je parle anglais, je t'explique. Mon QI en anglais, il a 72, tu vois. Je suis moins intelligent en anglais qu'en français. Oui, parce que tu cherches Mais les mots, tout ça, ouais. mais même pas, je cherche les mots, mais j'ai une façon de m'exprimer comme un enfant. Tu vois ce que je veux Ah, dire? ok, C'est pas ouais. technique. Mhm. Donc, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Tu peux pas tout maîtriser. Donc, mais le truc, c'est que voilà, aventure extraordinaire. Ça sort le 6 décembre. Ouais. Je suis pressé de voir le résultat, même si moi, je suis vraiment secondaire dans l'histoire. Mhm. Ça va être très tourné autour du personnage de Marie. Hopkins, c'est lui qui nous permet de vendre le film. Mhm. Donc, il est venu 5 jours, lui, en tournage. Il est resté 1 semaine sur place. Ah ouais, ok. Ouais. Et après, tous les autres acteurs, alors il y a des acteurs qui ont travaillé un petit peu, qui sont un Mhm. peu connus, mais il n'y a pas de tête d'affiche à la Hopkins. Et à la base, ce film, il devait être fait, alors vraisemblablement, il est écrit depuis très longtemps, Mhm. et il devait être fait pour le roi Hérode, ça devait être Al Pacino, et Marie, ça devait être Angelina Jolie, Ah ouais, carrément, ok. mais à un âge plus avancé. Voilà. Mhm. Donc voilà, super expérience génialissime et que je vous invite à découvrir sur Netflix à partir du 6 décembre. Et Donc, Hopkins, tu le croises? T'as des journées avec je lui le ou pas? croise. Alors moi, je le croise, je vais te dire, lui, il arrive un lundi Ouais. à Ouarzazate et, et moi, je suis censé partir le lundi. Ah ouais. Non, je suis censé partir le lundi. Mais en vérité, bon, c'est un peu spécial. C'est un tournage un peu spécial. Ouais. Les conditions géopolitiques du moment créent aussi une atmosphère très spéciale. Je vais t'expliquer pourquoi. Le film, il y a beaucoup de Britanniques, mais toute la famille de Marie, elle est jouée par des acteurs israéliens. Ok. On est au Maroc, pays arabe. Bien sûr. Les acteurs israéliens arrivent. Et je Mhm. vais pas te mentir, c'est tout le monde se regarde de travers. J'imagine. Personne n'a confiance en personne. C'est dingue. C'est dingue. Personne n'a confiance en personne. C'est clair. Mais tu vois, c'est plus triste qu'autre chose. Alors, je comprends, moi, les positions de tout le monde. Mhm. Ça veut dire, quand je te dis, je comprends les positions de tout le monde. J'adhère absolument pas Mhm. avec ce qui se passe politiquement. Je déteste les politiques des uns, des autres. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre dans toutes ces histoires-là. Mhm. Mais les Israéliens, on regarde les Arabes de travers, et les Arabes regardent les Israéliens de travers. Mhm. Les Israéliens disent on a été attaqué, machin, ci, ça. Les Arabes disent ça fait 70 ans qu'on a attaqué. Et tout ça crée une ambiance Mhm. où le sujet, il faut pas en parler. Tu te parles, moi, c'est le premier truc dont j'ai parlé direct. Parce que comment ça se passe? Moi, j'arrive là-bas un mardi soir. Alors, donc on est vendredi, je fais le conf call avec le réalisateur. Ouais. On m'appelle dans l'après-midi. Donc, il est 10h quand ça se finit, 10h30. On m'appelle l'après-midi vers 14h. La directrice de casting, elle me dit, est-ce que Milo, il pourrait prendre un accent israélien? Et je dis, ça ressemble à quoi un accent israélien? Et en vérité, l'accent israélien, quand les Israéliens ont un accent fort marqué, alors c'est des gens qui parlent très bien anglais généralement, Mhm. mais quand ils ont un accent fort marqué, ça ressemble à un accent français. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais, mais je dis, mais c'est facile, c'est un accent français, j'y vais facile. Moi, ça me Normal. facilite. Bah Et oui. je dis à l'agent, et moi j'avais dit à l'agent, si j'ai beaucoup de textes, je refuse le rôle. Ah ouais, Parce que je veux pas me retrouver dans la situation de Gillette il y a 10 ans, bien sûr. où j'arrive sur place et je suis bloqué parce que j'ai pas le texte et parce que j'arrive Ouais. pas à le sortir. Non, je veux pas. Je veux pas. Donner-le à quelqu'un d'autre s'il faut. Moi, je le veux pas. Ok. Et ce qui se passe, c'est que j'arrive là-bas, donc fin de journée, il te confirme déjà. 18h, c'est bon. C'était rapide. Ouais. C'est Milo. Ouais, c'est un truc de ouf. Alors, moi, le schéma, quand j'ai un rôle,
il est tout le temps le même. Ça, je fais une petite aparté. Ouais. C'est que quand j'ai le rôle, généralement, c'est d'abord mon ego qui me parle. Ok. Ça veut dire, je me dis, ah putain, t'as été meilleur que les autres, machin, si ça, chambé, etc. Après, très très vite, hein, ça s'efface et ça vient. Ouais, mais pourquoi tu vas t'emmerder à partir en tournage à gauche, à droite? Ça va te prendre tant de temps, tu vas gagner 3 francs 6 sous. Tu vois, ça veut dire que je passe d'un état à un autre. D'abord, c'est mon ego qui parle. Après, j'essaye. Après, c'est une sorte de truc de lassitude qui prend la place. Et après, j'essaie de rationaliser en me disant, bon, ça va être une expérience, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas ci, tu vas ça. Donc, il y a tout le temps ce mélange qui se crée. Mais je le ressens à chaque fois. J'ai tourné dans Un si grand soleil durant l'été. Alors, un petit rôle qui est en diffusion actuellement. Je suis arrivé là-bas le premier jour, je dis, mais pourquoi tu t'es emmerdé à venir faire ça? Et c'est un truc de fou. Et après, quand je suis dedans, je me dis, bah, c'est cool, on s'amuse, tu vois. On n'est pas en train de sauver des vies. C'est pas si je le rate de 1 centimètre, il est tétraplégique, le mec. Donc, il n'y a pas de, c'est pas très grave, tu vois ce que je veux dire. Tu rates une scène, on la refait. C'est absolument pas grave. Et ce qui se passe, c'est que, mais j'ai à chaque fois ce même schéma. C'est-à-dire qu'au début, c'est l'ego qui parle. Putain, je suis une machine, j'étais plus fort que les autres. Alors que pas du tout, ça veut rien dire. Peut-être qu'il y en a un qui était plus fort que toi. Et au final, la plupart des rôles que j'ai eus, je vais te dire un truc. Je pense que j'ai rarement été un premier choix. Ah ouais, ok. Je pense que j'ai rarement été un premier choix. Je pense que très souvent, ils ne trouvaient pas la personne et ils se sont dit, il va faire l'affaire. Sur lui. Ouais, c'est ça. Ouais, il va faire l'affaire. Et je pense très souvent que c'était ça le truc. Et j'ai eu, même quand j'ai passé des très très bons castings, parfois, j'avais pas les rôles. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis, des fois j'avais Plus belle la vie. Quand j'ai Plus belle la vie, j'ai fait 4 castings avec eux sur 1 mois et demi. Ah ouais. Et 2 ou 3 fois, on me dit, oh, t'es en option. Mais ça le fait pas. Et un jour, il m'appelle. Je me rappelle, moi, j'étais en dépôt de bilan pour une histoire sentimentale. J'étais à la poubelle. Hein. J'étais plus bon à rien. Et puis, il y a une directrice de casting qui m'appelle, qui me dit, qui est Myriam Amari, qui était aidée par Marisa Commander à l'époque. Donc, Myriam Amari, c'est la directrice, on va dire, légendaire de Plus belle la vie. Elle le faisait. Moi, je l'ai beaucoup vue sur Plus belle la vie à chaque fois que j'en faisais. Et il y avait Marisa Commander qui l'aidait à ce moment-là, en assistante, que je connaissais parce qu'elle m'avait représenté un peu en tant que comédien, quelques mois. Et elle me dit, Marisa m'appelle, elle me dit, écoute Milo, t'as pas le rôle que t'as casté, mais on a un truc à te proposer, un rôle d'un médecin. Et moi, je te dis, j'étais en dépôt de bilan, je me rappelle, je pouvais faire 1 euro-million dans un tabac à la campagne. Et je vois un tabac perdu dans la pampa. Je me dis, c'est là-bas qu'il y a l'euro-million qui va gagner. Donc, je m'arrête et je joue l'euro-million. Et bon, j'ai jamais rien gagné, hein, même pas 2 balles. Et ce qui se passe, c'est que elle me dit, il y a un rôle d'un médecin. Bon, un médecin, c'est un kiné. Ouais. Je m'en rappelle, elle me dit, il y a 7 jours de tournage. Je m'en rappelle, je lui dis, mais c'est un gentil ou c'est un méchant? Elle me dit, non, c'est un gentil. Et je dis, bon, ok, bah, je le prends. Je me dis, toi, je suis tellement mal dans ma tête et je fais tellement rien et que je suis en train de ruminer par rapport à une histoire que je me dis, vas-y, prends ça, tu vas te casser à Marseille, ça va te changer, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et il s'avère que de ça, Anne Dessy, que tu as reçu sur les vidéos, sur les podcasts, Anne Dessy, quand on commence à tourner ça, elle va appeler la prod, elle va dire, mais je veux plus de scènes avec Milo, donc moi, et avec Booba, qui va avoir un rôle beaucoup plus important, lui, pour le coup, qui va rester très longtemps et qui va avoir un rôle important. Alors, il fait pas partie de la nouvelle, le nouveau remake de Plus belle la vie, la suite, quoi. Il en fait pas partie. Pour l'instant, on ne sait jamais de quoi demain est fait, mais il avait un rôle, il avait pris un rôle et une importance sur le truc assez importante. Et je me retrouve à faire pendant 2 ans et demi ça, avec des hauts, des bas, des moments où tu tournes plus, des moments où tu tournes moins, mais c'est pas très grave, tu vois ce que je veux dire. Et tout ça pour te dire que, par exemple, ce casting, je l'ai eu parce qu'il n'y avait personne, il tournait mardi, et le vendredi, ils n'avaient personne. Ah ouais, merde, c'est clair. Donc, tu vois, c'est des fois, tu sais pas pourquoi tu as un rôle et pourquoi parfois tu l'as pas. Tu sais pas. Mais bon, moi, je me dis toujours, voilà, c'est comme une course, essaye de courir le plus vite possible. Et puis, si tu cours assez vite, peut-être que tu auras le truc, mais peut-être tu seras qualifié pour le tour suivant.
Et je le vois un peu comme ça, tu vois, et pas de regret surtout. Pas de regret. Il y en a qui peuvent se tromper, il y en a qui peuvent prendre un comédien pour un rôle et se dire putain, j'ai déconné, j'aurais dû prendre lui, il aurait été mieux. Ça s'est arrivé plein de fois, hein. Moi, j'ai une actrice de casting qui me l'a dit au moins 10 fois, ça. À la 10e fois, je lui ai dit regarde, je vais pas donner son nom, je lui ai dit regarde. La prochaine fois, prends-moi, arrête de me faire venir pour rien, prends-moi. Si je considère que 10 fois j'ai été mieux que les autres, j'aurais été un meilleur choix, tu aurais dû me prendre au moins une fois. Et au final, elle m'a jamais pris. Donc c'est pas grave, hein, tu vois, je lui en veux pas. Sincèrement, j'en veux à personne. Avec le recul, comme je te dis, quand j'étais jeune, je voyais le métier différemment. Ça me mettait un peu la pression, j'étais dans l'attente. Aujourd'hui, je le suis absolument plus. Ça veut dire que c'est que des bons moments. Ce tournage-là, ce tournage de Mary, par exemple, j'arrive là-bas, donc on te confirme le soir que t'es pris. Ouais. Ils appellent l'agent, ils disent on va vous envoyer le contrat dans le week-end. Et le contrat n'arrive pas dans le week-end. Ils m'envoient un contrat le lundi. C'est tellement mal payé que je dis non, je le fais pas. Alors, je suis au courant à ce moment-là qu'il y a Hopkins. Ils te payent, c'est une catastrophe. Franchement, ils te payent, c'est... je sais pas comment t'expliquer, je sais pas comment te le définir, c'est ultra mal payé. Limite figure. C'est l'équivalent d'une figure, exactement. C'est l'équivalent, pas d'une figure, mais d'une silhouette, tu vois. Je crois qu'au début, ils voulaient payer, je vais te dire un truc, 11 jours de tournage. Ouais. Je te donne les sommes, toi, on s'en fout, hein, ça change rien. Merde. 11 jours de tournage, mais tu restais 1 mois et demi sur place. Hein. Ah ouais, ok. 11 jours de tournage, je crois qu'ils voulaient payer ça à 6 000 euros. Ah ouais. Mais j'ai dit, mais vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? Plus belle la vie, payez plus. Bah ouais, non, mais il y a Hopkins. Hopkins, il a pris... il a pris tout le budget. 5 jours, ouais, bah, c'est ça. Et c'est Hopkins, c'est normal. Et... c'est normal. Qu'est-ce que tu veux? S'il n'y a pas lui, on reste dans un placard. Il n'y a pas de film, tu vois. Ouais. Et je vais te dire, le film, à un moment, je pense qu'il est pas loin de se faire annuler. Ah ouais. Et si on n'a pas la fille d'un des gros producteurs sur le projet, qui joue Marie Jeune, mais qui est une excellente comédienne, hein. Pour le coup, on peut pas lui enlever ça. C'est pas parce que c'est la fille d'eux qu'elle n'est pas une bonne comédienne. C'est une excellente jeune comédienne. C'est une enfant. Je pense que si sa fille, elle est pas là, et elle est pas contente de faire le projet, etc. Je pense qu'ils annulent le film au bout de 2 semaines où on est sur place. Donc, tu vois, comme quoi, parfois, ça... Parce qu'il y avait des rajouts de budget. Et l'histoire, ça veut dire qu'on est arrivé là-bas, on nous donne un scénario qui avait changé du scénario que j'avais reçu 3 jours avant. Et au bout d'1 semaine, on nous redonne un scénario où on voit que l'histoire, elle a changé. Les personnages meurent avant, bien sûr, ouais. Des scènes disparaissent parce qu'ils n'avaient pas de budget. Parce que les États-Unis, contrairement à la France, il y a 2 systèmes. Soit tu passes sur un système qui ressemble à la France, où les projets sont financés par des studios, des majors, des télés, etc. Comme la France, tu vois. Soit, la France, on a beaucoup d'impôts qui financent ça. Faut pas se mentir, eux, ils ont moins. La France, on a beaucoup d'impôts. Chose sur laquelle je suis moyennement d'accord, mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Parce que je considère que ça pousse un microcosme à se maintenir entre eux, pas ouvrir les portes. On finance des fois des projets parce que c'est les copains et sincèrement, qualitativement, ils sont pas fous. On envoie des films moyens, on envoie une tonne. Hein. Et c'est pour ça que je suis pas très d'accord avec ça. Et l'autre système aux États-Unis, c'est que c'est des privés qui investissent dans le film. Et dans notre cas à nous, je crois qu'au début, c'était 17 millions de budget. Oh ouais. Je crois que c'est pas énorme. Hein. Tu sais, Gladiator 2, c'est 250 millions d'euros de budget. Ouais. Donc, tu vois, c'est un autre monde. Donc, on est tous payés au lance-pierre. Tous payés au lance-pierre. Certains un peu mieux que d'autres. Ceux qui sont passés par le truc américain. Le truc américain, ils sont mieux payés. Donc, les Israéliens, les Américains, ils sont mieux payés que nous. Nous, on est passé par le système anglais. Et c'est comme ça, c'est le jeu. Tu vois, le truc peut s'arrêter, c'est le jeu, tu ne peux rien faire. Et ce qui se passe, c'est que donc, le lundi, je dis non, donnez plus. Le mardi matin, il renvoie une proposition. Ou le lundi soir tard. Ouais. Et j'envoie à l'agent un message, je lui dis mardi matin, je dis regarde, appelle les dealers, ok. Alors, il remonte un peu, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, il remonte un peu. Bon, après, je vais avoir une embellie, ils vont me remonter pendant le tournage. C'est une embellie de l'espace. Et on va passer de 6 à 12. Wow. Et de 12 à 20 pendant le tournage. Alors, c'est pas énorme, mais c'était déjà beaucoup d'argent. Il y a des gens qui travaillent toute l'année pour pas gagner ça. Ben oui, c'est clair. Et donc, le mardi matin, on dit OK pour 12.
Et le mardi après-midi, le mardi soir, je suis dans un avion déjà et je suis parti par Casablanca à Ouarzazate. Donc je passe la nuit dans l'avion pour arriver Mhm. à faire des transferts à pas d'heure. Ça veut dire que les mecs, ils sont ultra pressés. Quand ils t'ont dit c'est bon, c'est bon. Ah Moi, ouais, j'ai ça va un direct. soir, moi, j'ai un soir où on me fait revenir 2 fois en France. Et sur une fois, on me fait revenir en France. Je me rappelle, un soir, je suis parti voir un copain dans une discothèque avec un nom Ruskov. Et, euh, et, euh, et je me rappelle, je suis là-bas en train de rigoler. On rigole, on est au bar, on est en train de commenter, Ouais. faire des commentaires, machin, ci, ça. Les coins du bar, on dirait des vautours, là. Je reçois un message du producteur britannique qui me dit Milo, ça va? 3 heures du matin. Et il me dit, ça va, je te dérange pas. Et j'ai envie de lui envoyer une photo des gens qui étaient en train de faire les fous dans la boîte. Et je me dis, non, fais Ouais, pas non, non, ça. on va Bon. pas faire ça. Mais, Calme-toi. mais genre, j'aurais pu, hein, je suis tranquille, tu vois, je rigole avec eux, comme Ouais. on discute, toi et moi. Hein. Et Mhm. je lui dis, non, je lui réponds, ouais, ça va. Et je me dis, peut-être tu vas me demander un truc sur les contrats, etc. Normalement, on Mhm. avait fini de tourner. Et il me dit, écoute, on a besoin de toi, il faudrait qu'on tourne encore quelques scènes à cheval. Waouh. Est-ce que tu peux revenir demain? C'est 3 heures du matin. Il me dit, il y a un avion à 10 heures. Jésus. Je lui dis, écoute, si t'as l'avion à 10 heures, envoie-moi un texto dans les 30 minutes. Et moi, je me dis, vas-y, tu rentres à la maison, tu prépares Ouais. un petit sac pour repartir là-bas une semaine. Et tu repars. Il va pas trouver l'avion de 10 heures, il va trouver un avion à 15 heures. Mais le lendemain, j'étais reparti à 15 heures. Ça veut dire qu'il t'appelle la nuit. Ah Eux, ouais. ils considèrent, si j'ai bien compris, eux te payent cher, les Américains, mais ils payent cher pour te garder sur Ouais. place. Parce qu'ils considèrent que pendant toute la durée du tournage, s'ils ont besoin de toi, il faut qu'ils t'aient tout de suite sous la main. Mhm. Tu vois, C'est la c'est différence. complètement une autre façon de Ouais, c'est la faire. différence. Ouais, Ouais. mais c'est charmé, c'est charmé. Je te dis la vérité, c'est charmé. Et même si c'était parti, comme je te dis, c'était une ambiance un peu spéciale au début. Mhm. Pendant 3-4 jours, déjà, je connais personne. Je suis le seul Français à ce moment-là sur les rôles. Je suis le seul Français. Il y a des Franco-Marocains qui vont faire partie du projet plus tard dans le Mhm. projet. Mais au début, on est tous là en préparation. Ça veut dire qu'on est arrivé, on commence le tournage en 3 semaines. On est tous les jours au cheval, sur les manèges, etc. Ouais. Et je me rappelle, moi, au début, j'arrive et je vois les gens, tu vois. J'ai été faire les essayages L'essayage. Ouais, costumes. ouais. Et donc, j'ai vu la tête des acteurs. Et puis, moi, j'essaie de deviner autour de la piscine. On est tous dans un petit hôtel avec une piscine autour. On dirait Melrose Place. Tu te rappelles cette Ouais, série c'est Melrose ça. Place Ouais, où tous bien les sûr. Ouais, apparts ouais. sont autour de la piscine? Tu voyais la Et donc, piscine. Ouais. voilà. Et donc, on se retrouve tous les jours, tous autour de la piscine. On se parle pas. Alors là, tu te rends compte que c'est des comédiens parce qu'ils sont en train de De se lire les balader avec textes. des livres comme ça. Ouais. Il fait 42 degrés. Et ils sont en train de lire des textes, machin. Je me dis, ah, c'est sûr que c'est un comédien, etc. Ouais. Et en même temps que tu veux qu'il aille foutre à Ouarzazate, il n'y a rien à foutre à Ouarzazate. C'est-à-dire que tu passes une journée, tu restes pas une semaine à Ouarzazate. Et endroit extraordinaire, hein, j'ai que des Ouais. super souvenirs. Et je m'en rappelle, et moi je croise constamment là. Moi j'ai beaucoup interagi sur le projet avec les Israéliens. Parce que Ok. moi je joue le prophète qui accompagne la famille de Marie constamment. Ok. Et il s'avère que ils ont une mentale spécifique, c'est-à-dire qu'ils font aucun effort. Et moi, pendant 3-4 jours, je les croise au cheval tout le temps, machin. Ça, j'arrive dans la nuit de mardi à mercredi, Ouais. et je les croise mercredi, jeudi, vendredi matin, et mais quand je te dis on se croise, je passe là, ils passent là, on se croise Ok. à 1 mètre à chaque fois. Ils disent jamais Ouais. bonjour. Ils disent jamais bonjour, ils te regardent pas comme si tu n'existes pas. Et je me rappelle, j'appelle mon agent, et je lui dis, sache, regarde-moi bien. Si ces putains d'Israéliens ils disent pas bonjour, je me casse. Demain, je prends un avion et je me casse. Ça me coûte rien, moi, de prendre un avion de Ouarzazate, je me casse, je te le dis. Et il appelle la prod. Je dis, je veux savoir qui est sur le film, je veux savoir qui est qui. Je veux que tu relises le scénario, parce que j'avais pas lu le scénario. J'ai toujours pas lu le scénario. Hein. Ça veut dire que le personnage, il disparaît à un moment. Je sais quand il disparaît, mais je sais pas Ouais. ce qui se passe après. Après. Donc Ouais. eux me disaient, mais t'es bête, on sait ce qui se passe après. On l'a lu. Parce que t'as compris, le schéma, c'est la naissance de Jésus. Mais moi, je dis, mais non, on sait pas ce qui se passe après. Comment vous savez? Il me dit, mais si, on sait tout ce qui se passe après. Donc, et moi, j'ai pas voulu lire le scénario. Bah, il s'avère qu'à force de tourner les scènes, aujourd'hui, je sais plus ou moins ce qui va se passer, tu vois, parce que je les ai vus. Mais j'ai pas lu le scénario du début à la fin, j'ai pas lu le scénario. J'ai lu mes scènes, bien entendu, Ouais. et j'ai pas lu le scénario. Et il s'avère que ce vendredi matin-là, t'as l'actrice principale qui vient me voir et qui me dit, ah, t'es dans le film avec nous? Je dis, ouais, vraisemblablement. Elle arrive très mignonne, très gentille, c'est une très jolie fille et tout. Et elle me dit, ce soir, on va dîner, est-ce que tu veux venir dîner avec nous? Et il s'avère que ce premier dîner, il va débloquer la glace en 4 secondes. Alors, on va parler directement politique.
Oui, c'est clair. On va avoir peut-être des désaccords, tu vois ce que je veux dire, mais toujours dans le respect. On va s'expliquer. Moi, je comprends la position de certains, je comprends la position de d'autres, mais ça a créé une ambiance un peu, à certains moments, un peu bizarre. Et il y a eu 2-3 mises à jour sur 2 mois de tournage dû aux événements, tu vois. Donc, il y en a qui vont te dire, oui, ça n'a rien à faire sur un tournage, mais c'est obligé que ça a à faire sur un tournage. La situation, elle est trop tendue, etc. Donc, tous ces éléments-là, je pense que sur tous les tournages, le respect, qui passe par la politesse, qui passe par le fait d'être à l'heure, qui passe par le fait d'être gentil, d'être... je te dis pas qu'obligatoirement, il faut être avenant, mais au moins poli, tu vois ce que je veux dire, de faire ton boulot correctement, de pas trop râler. Tout ça, ça permet que ça soit plus facile. Une expérience extraordinaire. Hein. Expérience, j'en mets que des bons souvenirs. Là, il y a les premières, les avant-premières. Alors, avant-premières, il y a une projection équipe à Londres pour ceux qui sont sur le système londonien, qui a lieu là dans une dizaine de jours. Et ensuite, tu as une projection pour le système américain, sur lequel, par exemple, moi, je ne suis pas convié, parce que moi, je suis convié sur le système londonien. Mais il s'avère qu'ils m'ont tellement cassé la tête, pour pas que je dise un autre mot trop vulgaire. Il s'avère que mes partenaires de jeu avec qui j'ai beaucoup tourné, qui eux sont sur le contrat américain, tellement appelé en me disant tu viens, qu'au final, sur mes propres fonds, je vais me rendre là-bas pour passer quelques jours avec mes copains, tu vois. Oui, non, t'as raison. Ouais. Mais c'est super aventure, tu vois, géniale aventure. Et en plus, si je peux dire, quelle branlette de se dire que dans un film avec Anthony Hopkins, c'est dingue quand même. C'est fou, bah oui. Le mec, il est vieux comme la Grèce, donc tu sais pas si demain il sera encore là. Hannibal Lecter, mais comment on se prépare? Comment tu t'es préparé? Parce que t'as dit, genre, t'as un peu je me suis absolument pas préparé. Alors, je vais pas te mentir, je me suis absolument pas préparé. Moi, mon truc, c'était d'être crédible à cheval. Et je vais te dire un truc, en plus, c'est en anglais. Je vais te raconter un truc, c'est en anglais. Et sur le coup, j'ai pas beaucoup de texte. Moi, je sais que je suis là pour des attitudes. Tu vas te mettre comme ça à cheval, tu vas descendre de cheval. Normalement, je devais durer beaucoup plus longtemps sur le film. Je devais durer jusqu'à la fin du film. Pour des questions de restriction de budget, je vais être coupé dans le film. Peut-être que à 60% du film, 70% du film, je disparais du film. Et initialement, ça devait pas être ça. Initialement, tu devais avoir plus de texte, etc. Et je savais que c'était beaucoup dans les attitudes. Donc, dans les attitudes, une fois que tu comprends comment tu te tiens sur un cheval, alors je dis pas que je suis un grand cavalier, hein, mais quand tu comprends comment tu te tiens sur un cheval, quand tu descends, quand tu as les épaules bien ouvertes, tu as le regard focus, etc. Si tu as un peu de chance et la photogénie, elle passe ce jour-là, il s'avère que ça va faire son effet. Tu vois ce que je veux dire? C'était beaucoup de regards. Moi, c'était beaucoup de regards, beaucoup de scènes silencieuses. Donc, maintenant, en plus, c'est ultra découpé. Donc, toi, tu as l'impression que tu as tourné ça. Et puis, il s'avère qu'au final, c'est ça dans le film, tu vois. Mais il n'y a pas eu de préparation plus que ça. Et on commence le tournage le lundi et on a une journée le dimanche. On commence le tournage le dimanche. Et on a une journée de répète un samedi. Et je me rappelle, je me mets la pression. Et je me rappelle, j'ai juste une phrase à te dire. C'était sur la naissance de Marie, la mère de Jésus. C'est sa naissance, donc sa mère Anne l'a fait naître. Et je me rappelle, ils sont tous en train de se stresser, etc. Et moi, je suis genre une sorte de prophète, accompagnateur, machin, ci, ça. Et moi, juste, je me tourne et je dis genre un truc, genre Dieu a dû entendre ses cris, genre a dû entendre ça pour ses cris. Et je le dis tellement froidement, le réa, il dit c'est super, c'est la phrase la plus drôle du film. Bon, il s'avère que je crois qu'elle est coupée au montage, j'ai vu ça sur le doublage, que ça a été coupé parce qu'ils ont changé la façon de faire la scène complètement. Je pense, de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu un bon quart d'heure de film à la poste synchro. Et ce qui se passe, c'est que ce jour-là, on est en train de faire une répète, et ceux avec qui je fais la première scène sont tellement nuls, je te le jure, ils sont tellement nuls, ils en font tellement des caisses, et je me dis, oh là là, ils sont nuls, c'est une folie. Et en vérité, ils vont être beaucoup mieux que ça, ils vont être très bien au final. Hein. Sincèrement, ils sont très bien au final. Mais ce jour-là, ils en font tellement des caisses, ils sont nuls, qu'ils m'enlèvent la pression. Je sais même pas comment te le dire, c'est un concours de circonstances. Je me faisais dessus. Ce jour-là, quand je te dis ils sont nuls à chier, on dirait
Première initiation théâtre au collège, ils en font tous des caisses, machin, ci, ça. Ouais. Et ça va se passer quand même derrière. Et en vérité, ils vont complètement changer. Ils vont tous appliquer la politique de less is more. Tu sais, le truc Ouais, des c'est ça, Anglais ouais. là. Moins tu fais, mieux c'est. Ah, ça se voit à l'écran, Euh, ouais. Mais ça se voit à l'écran de fou. Mais sur la répète, ils vont faire tellement des caisses qu'ils vont enlever la pression. En vérité, c'est une folie ce truc-là. Ouais, Et c'est une après, chance. ouais, c'est une chance extraordinaire. Et après, il s'avère que c'était beaucoup d'attitude. Donc, tu venais concentrer. Et je fais, bah, moi, j'avais pas beaucoup d'attention sur moi, hein. Franchement, j'étais Ouais. tranquille, hein. J'ai passé la moitié de mes journées sur le cheval. Il me laissait faire ce que je voulais. Le cheval, c'était extraordinaire. Moi, je savais pas monter à cheval. Et tous les jours sur le manège, les mecs, ils comprennent que je sais pas monter à cheval. Je suis monté une fois à Cabourg à cheval. Je suis monté une fois dans le sud sur un cheval. Le cheval, il marchait à 2 à l'heure. C'est Ouais. pas monter à cheval. Tu trottes pas, tu galopes pas, tu le tournes pas gauche-droite, tu le serres, tu le machin, C'est pas rien le du manier, tout, ouais. tout ça. C'est absolument pas monter à cheval, ce que j'ai fait. Et ce qui se passe, c'est que les mecs qui m'apprenaient à faire du cheval, un mec qui s'appelle Mehdi, il me dit, attention Milo, tu vas voir, le jour du tournage, le cheval, il réagit pas pareil, hein. Lui, et la vérité, si je dis la vérité, le cheval, il a fait plus de films que moi. Il a fait Gladiator, il a fait Ben-Hur, il a fait tous les films du monde. Il a un meilleur CV que moi, le cheval. Et il me dit, tu vas voir, le cheval, il est habitué à tourner. Quand tu dis silence demandé, moteur, action, lui, il démarre direct. Il m'a dit, allez, c'est pas possible. Ah ouais. Première scène, je me rappelle, on court au-dessus de... On est avec le cheval et on est censé passer des rivières. Et je vois, moi, le premier jour, je monte dessus. Ouais. Et... excuse-moi. Je monte dessus et le cheval, je vois qu'il veut tout le temps démarrer comme ça. Et je me dis, putain, qu'est-ce qu'il a, le cheval, aujourd'hui? Je le retiens. Et à moteur demander action, je le recule un petit peu, donc je le fais un peu aller en arrière doucement. Ouais. Moteur demander action et je le presse sans le taper, tu vois, je le presse avec mes mollets Ouais. vers l'arrière. Lui, il a compris qu'il fallait démarrer, mais il n'a pas démarré comme il démarrait d'habitude, tu vois, tac, 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 tac. Non, cabrage, boum, sprint. Oh mon Dieu. Je sais pas monter à cheval, je te le dis, je peux faire que les trucs doucement. Et cet événement-là, il va m'enlever la peur du cheval. Il va m'enlever la peur du cheval, c'est fini, j'ai plus peur. Je me dis, ok, il t'arrivera rien sur le cheval. Et de ce jour-là, j'étais à cheval et j'arrêtais pas. Et le cheval, allez, je lui fais faire un tour. Le cheval, il se met sur ses pattes, je le prends, je le redescends, calme-toi, machin, ça. Je sais pas, ça m'a enlevé la peur du cheval. C'était dingue. Mais expérience extraordinaire. Ouais, il est devenu un joker d'un seul coup. D'un seul coup, tu maîtrisais le cheval. Ouais, c'est fou, comme quoi, tu vois. Non, Donc, c'est fou. Là, on arrive à la question complice. Comme son nom l'indique, c'est une question qui est posée par ton entourage. La question, c'est est-ce que c'est important une veste de chasseur pour bien jouer? Et pourquoi? ça, c'est une anecdote de Plus belle la vie. C'est, tu sais, on tournait une scène où Anne Dessy et Boubacar Cabot, donc qui jouent 2 mecs en fauteuil roulant, Ouais. ils sont en prison. Et moi, je vais les chercher. Et moi, sincèrement, ils m'ont habillé sur Plus belle la vie, mais une catastrophe à chaque fois. J'étais mal habillé, maman, qu'est-ce que j'étais moche. Oh. Et ils me donnent une veste d'un acteur, putain, j'arrive pas à me rappeler son nom, putain, d'un acteur italien qui tournait avec nous, mais il avait une putain de veste de chasseur. Et ça débarque avec la veste de chasseur, Ouais. et les deux, ils ont un fou rire. Mais fou rire, ça veut dire qu'ils sont morts de rire de me voir avec cette veste-là. Et ça est resté un gros fou rire, et surtout, je me suis fait défoncer, moi, par la réalisatrice. Mais défoncer, hein. Ah ouais. Défoncé. Donc, je sais qu'encore aujourd'hui, nous, on rigole de ça. Tu te rappelles quand il avait la veste de chasseur? Je dis, ouais, je me rappelle, je me suis fait défoncer. Et quand j'arrive, je vais pas donner son nom. Ok. Nous, on sait qui c'est. Les initiales. Son prénom, il commence par un M, peu importe. Comme ça, ceux qui savent, ils sauront. Et je me rappelle quand je commence Un si grand soleil, là, cet été, regarde la liste des réalisateurs. Je la vois dans la liste. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment je retombe sur celle-là? C'est pas possible. J'étais deg. Et il s'avère qu'au final, j'ai pas tourné avec. Mais ouais, voilà, la veste de chasseur, c'est ça l'anecdote de la veste de chasseur. Elle est complètement folle. Mais maintenant, si tu nous parlais un peu, comment tu jongles entre... Tu as dit que tu as une société de bâtiment. Comment tu Ouais. jongles un peu entre ça et être acteur, etc.
Des fois, c'est un peu des fois, pour le coup, tu jongles vraiment parce que tu as trop de travail d'un côté comme de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, si je veux faire les premières, alors Londres, c'est pas dur. Je prends un train l'après-midi, je rentre le matin, le lendemain, c'est gérable. Mais si je veux aller aux États-Unis, par exemple, voir mes copains faire la première américaine, je ne vais pas y aller pour 24 heures. Ça me prend déjà 24 heures d'arriver là-bas, 24 heures de repartir, etc. Donc, je me suis dit, je fais une semaine. Si je veux faire une semaine, il faut que je m'organise de dingue. Mais moi, ça fait partie de mon équilibre. J'ai besoin de savoir que j'ai quelque chose à faire. Même si actuellement, c'est cette période-là, je suis épuisé de fatigue. Je suis épuisé de fatigue, mais j'ai besoin un peu de cet équilibre, de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. En vérité, j'ai l'impression que moi, du moins, pour moi en tant que comédien, j'ai besoin de me nourrir de ce qui se passe dehors. Ok. C'est-à-dire que je considère, par exemple, que, tu vois, moi, je considère que les gens, ils sont fous quand je les vois marcher dans la rue, tous sur le téléphone comme ça, ils regardent pas ce qui se passe autour. Le métro, tous avec les AirPods comme ça, machin, tu te dis, ouais, j'ai toujours aimé, moi, me poser, comme je t'ai dit, je me mets au bar d'un club, et je fais rien, hein, je vois pas rien, je suis en train de boire de l'eau, je regarde les gens et je suis en train d'imaginer, voir ce qui est en train de se passer. Donc, je suis en train de décrypter ce qui est en train de se passer. Quand j'étais petit, j'étais en cours de théâtre. Ma prof de théâtre, elle nous disait que je veux pas vous voir avec de la musique sur les oreilles dans le métro. Je veux que vous regardiez les gens, comment ils se comportent. Je veux que vous vous projetiez, que vous vous imaginiez, etc. Et c'est une partie de notre travail aussi, se dire comment lui réagit, comment lui se comporte, qu'est-ce que lui fait, c'est quoi ses habitudes à lui, etc. Tu sais, c'est facile ça à démasquer sur les films qui touchent au sport. Dans les films qui touchent au sport, tu vois un mec qui touche pas une bille, un mec qui sait pas boxer, un mec qui sait pas jouer au foot, un mec qui sait pas jouer au rugby. Tu le vois très très rapidement. C'est-à-dire que s'il sait un peu jouer, ça peut passer. Et quand il ne sait pas du tout jouer, ça se voit par les mecs qui savent le faire, ça se voit directement. Moi, je suis pas boxeur. Mais la plupart, alors je parle pas des films américains, mais la plupart des films où tu vois de la boxe, je pense que les boxeurs, ils se disent, ils y croient pas une seule seconde, tu vois. Déjà, ils arrivent à te dire, sur des combats de boxe professionnels, ils arrivent à te dire, celui-là, il est magouillé, il a pas combattu. Donc, tu t'imagines qu'est-ce qu'ils se disent avec des comédiens. Et donc, je considère qu'il est important d'être ouvert à tout ce qui se passe sur l'extérieur. Et parfois, ça amène des solutions, des situations qui sont un peu loufoques. C'est-à-dire que les gens, ils te disent, mais attends, mais t'es comédien, toi. Et c'est toujours difficile d'être crédible. Par exemple, quand tu construis la maison de quelqu'un, c'est pas moi qui l'a construit, c'est les ouvriers. Mais quand t'arrives, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, j'ai même pas le brevet des collèges, moi. Quand t'as rien, je sais pas, tu vois, tu te dois de te justifier par une suractivité, une surprésence, etc. Donc, moi, c'est clairement mon cas. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Mais on n'est pas tous pareils, hein. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir une activité à côté, qui sont contents en n'ayant que la comédie. Moi, je vais pas te mentir, si j'ai que la comédie et je travaille pas pendant 2 ans, ça va faire long, tu vois. Mais si demain, j'avais la chance, et tu le connais parce que tu es comédien également, si tu avais la chance qu'on te laisse vivre que de ta passion constamment, tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est super le podcast que tu fais, et en plus de ça, ça laisse une part de créativité. Moi, j'en ai beaucoup moins sur des travaux. Je suis comme un policier en train de vérifier ce qu'ils font. Tu m'as bien mis ça, tu as bien mis ça, tu n'as pas oublié ça, tu as fait ci. Je passe des commandes, je suis en train de réfléchir à comment avancer le mieux possible sur le schéma de la société, etc. Mais si on me proposait demain, pour beaucoup moins d'argent, de faire que de la comédie, je pense que je fais que de la comédie, parce que la réalité, c'est que c'est un plaisir. J'avais ce sentiment-là avec le sport, moi, à l'époque. Alors aujourd'hui, je suis trop vieux, tu vois, je suis rouillé complet. Mais j'avais ce sentiment-là avec le sport à un moment. Et donc voilà, il n'y a pas le choix. Moi, c'est mon équilibre à moi, mais qui me correspond à moi. Bien sûr, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que toi, tu avais des connaissances dans le bâtiment avant de te lancer ou Non. Comment t'as atterri dedans? Non, mais j'avais travaillé un peu, j'avais travaillé pour quelqu'un. C'est mon cousin. Alors moi, j'ai commencé à travailler en tant que comédien à 17 ans. J'ai eu 2 expériences dans le sport. À 26 ans, je viens du foot. Je suis parti jouer au rugby. J'ai fait une saison avec une équipe qui joue à bon niveau, qui s'appelle Massy, où j'ai appris à jouer, où c'était une super expérience. Bon, je suis sorti en morceaux à la fin de l'année. Et je me suis arrêté derrière parce qu'il y a
2-3 trucs qui m'avaient déçu. Et la réalité, c'est que je pense que j'avais atteint, par rapport au schéma que j'avais pris, le summum que j'avais pu atteindre. J'avais eu des propositions plus jeunes pour jouer au foot. Et il s'avère que 26 ans, je suis à Massy en train de jouer au rugby. 30 ans, je me retrouve à Padoue en Italie en train de jouer au foot à Padoue pendant 7 mois dans un stade de 40 000 places, un truc de dingue. Et ouais, histoire de dingue. Mais en vérité, c'était rien de fou au final. C'est fou, dans le schéma, c'est fou. Mais c'est rien d'extraordinaire. Hein. Je suis pas Ronaldo, je suis pas Messi. J'ai pas pris les salaires des joueurs de Ligue 1. J'ai pas leur capacité, j'ai pas leur aptitude. J'ai rien de tout ça. Mais j'ai connu ces expériences qui m'ont un peu nourri. Ça veut dire que demain, je sais pas, si j'ai 70 ans, 80 ans, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Ah, tu as joué à ce qui paraît? Ouais, j'ai joué, c'était super, c'était cool, machin, c'est ça. Mais tu vois, j'ai juste vécu ce rêve d'enfant d'une certaine façon. J'ai touché du doigt ce rêve d'enfant. Et donc, c'est comme ça que le bâtiment, après, en touchant un petit peu, le c'est bâtiment, pareil. excuse-moi, la question, c'est sur le bâtiment. Donc, je fais du sport. Et à un moment, je sais pas trop quoi faire. Donc, je fais du sport, je joue un peu la comédie, ça se calme. J'avais tourné une série que j'adorerais relancer, qui s'appelait Comme des champions. Le trailer, il est sur YouTube. C'était en 2007. Ça racontait l'histoire d'une équipe de foot. Ça se voulait très sérieux comme programme. Donc vraiment, c'est vraiment le programme numéro 1 qui m'a tenu le plus à cœur. Et si demain je pouvais le relancer, je le relancerais. Je te le dis ouvertement. Okay. Même pas en tant que comédien obligatoirement, hein. Juste relancer la machine, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que je savais pas trop quoi faire, tu vois, parce que j'ai pas d'école, je fais des cours de théâtre. C'est assez laborieux, tu vois. Il y a des moments où tu travailles, des moments où tu travailles pas. Et ce qui se passe, c'est que mon cousin, il faisait du bâtiment, il gagnait bien sa vie dans le bâtiment. Et il avait voulu ouvrir une société et il me dit, viens travailler avec moi. Et je savais travailler un peu en tant que commercial au début. Donc, j'appelais les différents intervenants qui pouvaient nous intéresser afin de trouver des contrats. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai travaillé sur 2-3 schémas différents, toujours en famille. Et après, à un moment, j'ai dit, bon, lui, il voulait plus faire ça, il voulait faire autre chose. Il faisait ça, mais différemment. Moi, je me suis dit, j'ai été sollicité pour faire 2-3 trucs. Et à un moment, j'ai relancé et j'ai fait ça. Donc, on travaille à petite échelle. Je ne sais pas jusqu'à quand on travaillera. Pour l'instant, c'est le cas. Mais c'est comme ça que je me suis lancé. Et puis, j'avais appris un peu sur le dos de quelqu'un. Et après, j'ai appris en accéléré sur mon dos à moi. Tout seul, ouais. Voilà. Mais super expérience, hein. Ouais. Mais ça, c'est fou, ça, parce qu'à chaque fois, t'as toujours un peu ce culot, cette audace que t'as, et jusqu'à présent, ça te sert, en fait. Je pense que ça te sert, mais il faut jouer le jeu à fond. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas se dire, je vais faire, mais je veux pas trop faire. Non, tu y vas à fond. Quand on m'a proposé de jouer au rugby, c'était 2 entraînements par jour. Et tu jouais avec des mecs qui étaient vraiment des bons joueurs. Sincèrement, on était la 3e équipe en région parisienne à l'époque. Tu avais 4 mecs qui avaient fait la Coupe du Monde. On se retrouve en fin de saison avec Chabal qui vient jouer avec nous. Donc, tu as des pros. Tu as un mec, il y avait un mec, toute l'année, je lui ai couru après, je ne l'ai jamais touché. On veut dire, il courait tellement vite, il courait plus vite en marche arrière que moi en marche avant. Et pourtant, je courais vite. Mais tu faisais tout à fond. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai joué au foot, j'ai perdu 15 kilos pour jouer au foot. J'ai perdu 15 kilos. Alors aujourd'hui, j'arrive pas à perdre 3 kilos. Mais à l'époque, j'ai perdu 15 kilos. C'est-à-dire, et tout ça, je te prends ces exemples-là pour t'illustrer que quand tu fais les choses à fond, ça change tout. Ça change tout. Donc, je sais pas, demain, si tu me mets, je sais pas, sur un autre boulot, sur vendre un produit, sur développer un truc, je pense que j'irai à fond de la même façon. Et après, on a tous des attentes différentes. Moi, je m'occupe beaucoup de mes parents, par exemple. Moi, mes parents, c'est primordial. Je te le dis, c'est une priorité. C'est-à-dire que quand on raccrochera, le premier truc que je vais faire, c'est appeler mes parents pour voir qu'ils vont bien. Donc, c'est le premier truc que je vais faire. Maintenant, je sais que le plus tard possible, le jour où mes parents disparaissent, je pense que j'arrête de travailler. Je ne sais pas si j'aurai des boulots qui m'intéresseront et qui me feront rester peut-être un peu plus longtemps sur place. Mais si ce n'est pas le cas, je prends un sac à dos et je vais voir la terre entière. C'est-à-dire que je ne suis pas bloqué, j'ai pas de schéma familial pour l'instant, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai rien de tout ça. Donc, je ne suis pas bloqué par un gosse qui va aller à l'école, etc. Donc, moi, je comprends qu'il y a plein de trucs dans la vie qui peuvent nous bloquer. Mais tant qu'il n'y a rien qui nous bloque, laisse pas ni les choses, ni les gens te bloquer.
On n'est que de passage, hein. Donc, C'est le clair. truc, tu sais, il y a une phrase, je sais pas si c'est Mark Twain, ou je sais pas c'est de qui, je sais plus, j'ai lu sur Internet ou Sénèque, ou ça n'a rien à voir, Twain et Ouais. Sénèque, mais je lis beaucoup de phrases sur Instagram et qui touchent, tu vois, à la philosophie ou de C'est temps ça, en ouais. temps à la religion, même si j'y connais rien, mais je trouve que des fois c'est inspirant. Mhm. Et il disait, à la fin de sa vie, la seule chose qu'il faut avoir, c'est de pas avoir le regret de pas avoir fait les choses au maximum qu'on aurait pu les faire. Ça C'est explique clair. un peu ça. Donc, tu Mhm. vois, peut-être que t'as... Qu'est-ce qui a nourri ton podcast à toi initialement? Peut-être c'est la frustration de pas de réponse, de non, et de choses comme ça. La C'est ça, réalité ouais. des choses, c'est que Mhm. continue à t'accrocher. Peut-être à un moment, Mhm. ça va payer. Tu sais, moi, je dis toujours, hein, pour réussir du jour au lendemain, j'ai mis 15 ans. Alors, je considère pas que j'ai réussi, loin de là. Mais Mhm. si demain, on me disait, je sais pas, un projet XY te ramène l'attention sur toi et te fait démarrer, et je vais te dire, j'ai galéré pendant 20 ans que les gens ils me connaissent, pour qu'ils me reconnaissent, ils me considèrent du jour au lendemain. Moi, je sais que Plus belle Mhm. la vie, par exemple, j'avais fait plein de projets. Plus belle la vie, c'est le truc qui m'a ramené la légitimité en tant que comédien. Et plus que ça, je vais te raconter un truc. Moi, dès que je faisais un casting, moi, je m'appelle, mon prénom, c'est Milo. Mhm. À chaque fois, les gens me disaient, ah, t'as un accent, t'as un accent. Mhm. Tu viens de quel pays de l'Est? Mais c'est pas un accent des pays de l'Est, ça n'a rien à voir avec ça, un accent des pays de l'Est. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens-là? Soit ils entendent pas, soit ils sont fous. Et quand j'ai fait Plus belle la vie, alors je jouais toujours les Igor, les Ouais. Slobo, les Darko, que des mecs avec des noms de prisonniers. Et, Ouais. euh, et ce qui se passe, c'est que quand je fais Plus belle la vie, ils me font jouer un Bertrand. Et tout le monde me dit, mais ils sont trop bêtes de t'avoir appelé Bertrand. Milo, c'est tellement mieux que Bertrand, machin. Et moi, je suis très content qu'ils m'appellent Bertrand. Parce que si Ouais. je suis crédible en Bertrand, c'est-à-dire que j'ai pas d'accent. Et je me Bah ouais, rappelle c'est clair. que je croise à l'époque Dominique Besnéard, que je connais depuis longtemps, donc mais que je croise de temps à autre, pas si souvent que ça, mais ça m'arrive de le croiser dans son quartier, etc. Mhm. Et je le croise et il me dit, ah, je t'ai vu dans Plus belle la vie, c'est bien, t'as bien travaillé sur ton accent, hein. Je dis, qu'est-ce que tu Oh, le truc racontes? de ouf. C'est un imbécile, va. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Et la réalité, c'est que tu vois, c'est ce rôle-là qui avait donné le fait que j'avais plus d'accent. Donc, Ouais. chaque chose arrive pour une bonne raison. Peut-être qu'un jour, il va y avoir un projet qui va me faire me dire stop, arrête. Et peut-être ça m'amènera à autre chose. Peut-être j'ai un projet qui va m'ouvrir à un autre truc. Aujourd'hui, Ouais. par exemple, j'ai une curiosité. Alors, je suis absolument pas un mec religieux, mais j'ai une curiosité sur les personnages religieux de dingue. Mhm. C'est-à-dire, je suis parti il y a un mois acheter une Torah, une Bible et un Coran. Je Ah dis, je vais ouais. les lire les trois. Je vais les lire les trois. Alors, ça m'intéresse absolument pas. Mais, Mhm. alors, j'aime pas les gens de religion, mais je trouve que les religions, de temps en temps, elles ont quelque chose de joli. Mhm. Donc, tu vois, chaque chose t'amène quelque chose dans ta vie. Bah non, c'est clair, ouais. Chaque Non, chose c'est... t'amène quelque chose. Et si on peut trouver une forme de paix, de philosophie, de recul sur les choses, euh, je vais te dire une phrase un peu naïve. Tu sais, c'est à la fin de ce Mary, moi je ne le savais pas, sur le trailer Mhm. que je vous invite à regarder, que tu trouves sur YouTube ou que tu trouves sur Netflix maintenant. Mhm. À la fin, il y a une phrase qui dit Love will save the world. Et franchement, Ouais. on y est là, on est en plein dedans. C'est Tu clair. vois ce que je veux dire? Mhm. Je pense que la meilleure façon de montrer le chemin, c'est de le montrer avec bienveillance. Alors, ça ne veut pas dire se Bien faire sûr, ouais. écraser, se faire marcher dessus ou quoi que ce soit, mais Mhm. c'est de le montrer avec de la bienveillance. Et après, c'est comme tout, c'est d'être content de ta vie, pas d'avoir de regrets. C'est super ton Mhm. podcast, ça te donne un rythme, ça te donne des trucs à faire, ça te fait te remettre aussi en question parfois, et en même temps, Bien tu vas sûr, oui. chercher chez les autres des informations, tu vois. Je vois ton travail que tu fais, donc là, on discute et c'est un échange, etc. Mais je me rends compte que tu as Mhm. été regarder ce qui se passait, tu as été chercher un peu les Ouais, informations, tu es au courant d'anecdotes, donc de gens avec qui on a bossé. Donc, tu vois, il c'est y a ça. quand même un travail, c'est pas j'ai allumé le Zoom ou le Ouais, c'est Instagram et ça. on a fait une vidéo et machin. Non, il y a un travail Ouais. derrière qui est très intéressant. Et je pense que le but d'une vie réussie, c'est quoi une vie réussie? C'est pas l'argent, c'est pas les projets, c'est le fait d'être heureux dans sa vie. Parce que Ouais, si c'est clair. jouer la comédie, ça t'entraîne un mal de ventre constant, je vais te dire, mon coco, arrête, ça sert à rien. Mhm. Tu fais pas ça pour avoir Mhm. mal au ventre tous les jours. Tu fais ça parce que C'est ça te clair. rend un peu heureux, tu vois. Moi, ce qui me rend heureux, c'est quoi? C'est de se sentir aimé. Je pense que j'ai toujours eu, moi, tu vois, c'est peut-être un des gros déclencheurs de tout, c'est peut-être ça.
le fait de chercher un peu l'amour chez les autres. Là, je considère qu'il est souvent très faux, hein, mais quand j'étais petit, moi j'étais dans les quartiers un peu favorisés, hein, à l'école, plan 16e, l'école du 16e, deux riches du 16e. Et ce qui se passe, c'est que pour être apprécié des autres, tu avais deux façons d'être apprécié des autres. Soit tu avais les derniers vêtements et les dernières baskets à la mode, ce qui n'était pas possible dans mon cas parce que mes parents n'avaient pas les moyens de nous donner ça. Soit tu étais bon au foot. C'est vrai que j'étais au début de la 6e, j'étais nul au foot. À la fin de la 6e, j'étais très fort au foot. C'est-à-dire que c'était mon moyen d'aller chercher un peu l'amour des autres. Alors aujourd'hui, je me suis soigné de ça complètement. J'adore avoir des gens avec qui on est dans la bienveillance au téléphone, etc. Mais quand je dis la bienveillance, ça ne veut pas dire amène à tout. Ça veut dire être toujours honnête et chercher le meilleur chez l'autre. Donc voilà, il faut savoir pourquoi on fait les choses, à quel point elles nous nourrissent et où on veut aller. Je discutais avec des comédiens 2 jours, là, qui, après une pièce de théâtre, j'étais parti voir 2 comédiens, Boubacar Kabo et son copain Douong. Je ne sais pas comment c'est, je ne connais pas son nom de famille, il tourne au cinéma et tout. Un Renoir costaud avec une tête carrée comme ça. Douong Keba. Non, ça me dit rien. Ça te dit rien? Putain, j'arrive pas à me rappeler de son nom. Mais très costaud, très sympa le mec, talentueux au théâtre, il porte bien la voix. Il jouait Cyrano au théâtre. Il a fait un Cyrano avec plein de Renois. Faudrait que je regarde. Là, dernièrement, il a joué au cinéma. Il a fait pas mal de trucs, vraisemblablement au cinéma, il est chez Adéquat, donc je crois qu'il est chez Adéquat, donc l'écurie Number One, ou Time Art, donc Elisabeth Tanner, gros agent aussi. Diong, là, je parlais avec des gens avec qui il avait été au théâtre dans une école qui s'appelle 1000 Visages. Alors moi, je suis pas de cette génération-là, c'est une autre génération que moi. Et puis, il me parlait, oui, mais tu comprends, le théâtre, c'est si, le cinéma, c'est... Je dis, regardez les gars, faites ce qui vous rend heureux. Faites juste ce qui vous rend heureux. Il n'y a pas de mieux, moins bien. Faites ce qui vous rend heureux. Si ça vous rend heureux je sais pas, de faire des baguettes et des pains au chocolat, allez faire des baguettes et des pains au chocolat. Peut-être qu'il y en a un autre à côté qui s'en fout complet. Moi, ce que j'aime, peut-être vous n'aimez pas. Donc, faites ce qui vous rend heureux. Ça changera tout. Ça changera votre visage. Quand on est heureux, ça change. La commissure des lèvres, elle est droite ou vers le haut. Quand on est triste, tout tombe. On dirait un bulldog. Donc, faisons ce qui nous rend heureux. On n'a pas besoin de juger les choix des uns des autres. Après, il faut bien se comporter. Les actes, c'est autre chose. Et les choix, celui qui veut jouer au foot, laissez-le jouer au foot. S'il a envie de jouer au foot, si ça lui fait du bien d'aller jouer au foot 3 heures dans la semaine, laissez-le jouer au foot. Donc, je suis pas du tout pour tous ces trucs-là et pour tous les gens qui jugent surtout sur... Ça sert à rien. Laissez les gens vivre et essayons de vivre tous ensemble en harmonie. Je pense que c'est largement possible. Intéressons-nous les uns aux autres. Ça serait plus passionnant. Ne soyons pas dans la haine parce que des fois, quand tu es en salle de casting, tu vois que tout le monde se regarde du coin de l'œil, machin, c'est ça. J'ai envie de planter. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est une folie. Même sur les plateaux de tournage. L'équilibre, il est compliqué. Hein. Quand plus tu as de comédiens, plus c'est compliqué. T'as ceux qui se prennent pour je sais pas qui. T'as ceux qui veulent brûler le truc, qui se rendent pas compte qu'ils sont en train de bouffer l'espace de l'autre à côté. C'est des équilibres qui sont pas si faciles que ça à trouver. Hein. Mais quand ça se passe bien, du moins pour moi, quand ça se passe bien, c'est un plaisir. Même si j'ai beaucoup de mal à me regarder. Hein. Je déteste me voir. Ah, ok. Je déteste me voir. C'est-à-dire, ça me... je crois jamais. Je crois jamais. Donc, bon, c'est... Tu vois, comme toi. T'as du mal à te vendre toi-même, alors? Non, je suis là. Je dis, est-ce que t'as du mal à te vendre toi-même? Je me déteste. Je me déteste. J'y crois pas 2 secondes. Alors, des fois, je me dis, OK, c'est bon, c'est crédible. Ouais. C'est rare que je m'aime bien. Alors, je suis conscient que des fois, c'est correct. Mais des fois, pour moi, c'est très compliqué. Ou peut-être j'ai trop d'attentes. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être j'ai trop d'attentes. Là, pour la première fois, on m'a fait jouer un méchant. C'est une quotidienne.
J'avais l'impression que j'étais plus méchant sur le tournage qu'en diffusion. Ok, t'as pas aimé le résultat final. Mais j'étais un peu déçu de moi-même. Donc, bon, Là, si on arrive dans la comme partie de ça. l'émission où on parle un peu... on parle promo. Parle-nous un peu de ce qui arrive jusqu'à le film avec Hopkins Mary, Alors qui sort là, le 6 décembre, t'as dit, c'est ça? Alors là, les deux seules choses que j'ai pour le coup, c'est que actuellement, je suis en diffusion pour quelques épisodes dans Un si grand soleil, qui est une série que je trouve assez quali. Et j'ai ce projet avec Hopkins qui sort le 6 décembre sur Netflix, en espérant, je veux être totalement transparent avec toi, en espérant qu'il y a un petit intérêt qui se crée en se disant il y a un Français qui a tourné avec Hopkins, etc., et que ça attire un peu de lumière et peut-être d'autres projets. Voilà, tout simplement. Sûr, si ça le fait... Sur un CV, ça le fait. Ouais, sur un CV, ça le fait, mais bon, j'ai pas ma boule de cristal, elle est en panne, donc je peux pas te dire de ce qui va se passer ou pas. Mais bon, je l'espère fortement, tu vois. Le but, c'est ça, tu vois. On rêve tous. Regardez ce matin les Trois Mousquetaires là, avec François Civil, Romain Duris, Pio Marmaille, Vincent Cassel. Et tu t'es dit les mecs ils se régalent à faire ces films-là, tu vois. Mais bon, c'est pour 10 acteurs français, ça, tu vois. Je suis classé 15 872e. Avant d'arriver à la place 10, il y a de la place. Mais il y a de la route. Il y a de la route, mais bon, tu sais jamais, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, on met 15 ans pour réussir du jour au lendemain. On ne sait pas de quoi demain il fait. On ne sait pas. Quelqu'un te voit un coup de cœur, peut-être celui qu'on va voir une seconde dans le film. Quelqu'un va dire, mais c'est lui que je veux, etc. Tu sais pas de quoi demain il fait. Je pensais que Plus belle la vie, elle m'a ramené des choses. Alors, ça m'a ramené une légitimité en tant que comédien. Même si j'avais tourné plein de trucs avant, ça m'a ramené la légitimité en tant que comédien. Mais la réalité, c'est que ça m'a pas ramené de boulot derrière. Pas du tout. Donc, je vais pas dire que c'était pas réussi. C'était une expérience qui a été très agréable. Mais demain, si on m'appelait, je retournerais. J'irais sur TF1. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. Et des fois, t'as envie de faire... Je sais pas si t'as vu TF1, il a lancé 4 Size. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, j'aurais kiffé faire partie d'un projet comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Sûr, ouais. C'est épique. Il ferait faire partie. Mais si tu vois, c'est épique. Tu joues des personnages, tu as un contexte, c'est basé sur un truc, un dessin animé, un truc. On a tous grandi avec. C'est charmé. En plus, quand tu as des costumes, c'est génial ici, même si j'aime les trucs aussi parfois minimalistes, etc. Mais il y a plein de trucs que j'aurais kiffé faire. Moi, je me disais tout le temps, quand je tournais Marie, je me disais, peut-être c'est la dernière fois que tu tourneras un truc comme ça. Donc, profites-en. Mais si demain, on me rappelait pour me dire... Tu fais Gladiator 3, oui, avec grand plaisir. Mais quelle question, je pars demain. Bon, je serais trop vieux avant qu'il le tourne, mais... C'est clair. Mais voilà, tout ça pour te dire qu'il y a ces deux choses-là qui sortent, en espérant que ça amène d'autres choses, mais ça... On va croiser les doigts pour toi. Et ma dernière question, ça serait, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer demain dans ce milieu? Je lui dirais, crois en toi, parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi, déjà. Vas-y à fond. Vas-y à fond. N'écoute personne qui pourrait te ralentir sur ton schéma d'avancement en tant que comédien et joue le jeu à fond. Parce que lui dire arrive à l'heure, prends ton texte, c'est la base. Si tu fais pas, t'es éliminé. Mais joue-le à fond, vas-y à fond, on s'en fout, t'as rien à prouver à personne. Tu sais, pour imager ça, je vais donner juste un exemple sur la pub Gillette dont je t'ai parlé, qui m'a beaucoup marqué parce que ça a été un fiasco complet. Les directeurs de casting américains disent à l'époque, quand je passe cette pub-là, ils disent c'est le meilleur comédien qu'on a jamais vu. Ah ouais. C'était basé sur Clooney, c'est le meilleur comédien. En France, ils étaient 2 ou 3, ils sont connus, hein, ils bossent toujours très bien. Alors, je vais pas te mentir, quand on voit un casting avec eux, je suis hyper réticent à le faire. En France, à l'époque, ils appellent l'agent pub qui me représentait, qui s'appelle Tintin, qu'on est beaucoup à connaître, peut-être tu le connais. Qui était chez Digital et maintenant qui est chez Rebecca, et je ne sais pas s'il bouge par ailleurs là prochainement. Ils appellent Tintin et c'est mon pote. Il me dit, écoute Milo, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et moi je me rappelle, je jouais au rugby à HEC, j'étais parti jouer au rugby cet après-midi-là à HEC, à jouer en Josas. Et j'attends une réponse, donc j'ai le téléphone qui est juste à côté. Ah, Milo, il y a ton téléphone qui sonne, donne-moi le téléphone. Je prends le téléphone et il me dit, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je dis, donne-moi la mauvaise. Il me dit non, je te donne la bonne. La bonne, c'est que tu vas en callback.
La mauvaise nouvelle, c'est que les directeurs de casting considèrent que tu es le plus mauvais comédien qu'ils n'ont jamais vu. Ça veut dire qu'un même casting, 2 personnes, il y en a un qui t'a dit que tu es le meilleur, l'autre qui t'a dit que tu es le pire. Ouais. Où tu veux baser la vérité là au milieu de tout ça? Une perception. Alors, il s'avère que je vais déconner en apprenant le mauvais texte et en faisant de la merde derrière. Mais ça, c'est mon erreur. Mais la réalité, c'est que comment tu veux te baser sur le truc de écoute ce que les gens ils te disent, travaille sur ce que les gens te disent. C'est un travail au quotidien. Aujourd'hui, peut-être tu es très bon dans un rôle et peut-être que demain, tu vas être catastrophique. À chaque nouveau rôle, c'est une remise en question. En même temps, chaque nouveau jour de tournage, chaque nouvelle scène, c'est une remise en question. Si tu comprends pas l'enjeu de la scène, c'est très compliqué. Des fois, ton partenaire, il te complique la tâche. Des fois, toi, tu te compliques la tâche. Donc, croire en soi et jouer le jeu à fond, y aller à fond, tant qu'on a envie et tant qu'on peut. Si un jour, on voit qu'on n'a plus envie d'y aller à fond, alors il faut s'arrêter, il faut faire autre chose. Parce qu'il y en a tellement qui ont les dents, qui sont morts de faim, qui ont la bave qui coule, etc. Et ils ont raison qu'il faudra laisser la place. J'ai pas la capacité de travail de certains, donc je base beaucoup de choses sur l'instinct, et je pense que l'intelligence de jeu fait partie de l'instinct. Et j'ai pas une capacité de travail des mecs que j'ai côtoyés, par exemple, chez Jean-Laurent Cochet, qui était un grand prof de théâtre. Chez Jean-Laurent Cochet, moi, j'ai vu des gars et des meufs apprendre 2 actes sur 3 d'une pièce classique en une nuit. Moi, j'arrive pas à apprendre 2 lignes en une nuit. Et eux, ils ont appris 2 actes. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils. Anne Dessy ou Avi Marciano ou la petite Noah Cohen, tu leur donnes 10 pages, ils te le lisent, c'est parti, ils l'ont par cœur. Ils le lisent, ils l'ont par cœur. Moi, tu me donnes 10 pages, donne-moi 10 jours aussi à côté. Donc, et un répétiteur. Donc, tout ça pour te dire, allez-y à fond, croyez en vos rêves. Mais pour croire en ses rêves, il faut y aller à fond. Parce qu'il y en a qui, à côté de nous, il y en a plein qui vont à fond et qui font pas les choses à moitié. Donc, allez-y à fond. Jouez vraiment le jeu. Quand on joue le jeu, on joue vraiment le jeu. C'est un super conseil et mot de la fin, hein, Milo. C'est vraiment un plaisir de parler avec toi, d'apprendre sur ton parcours extraordinaire. Vraiment, merci à toi pour ce temps que tu m'as accordé. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir et c'est toujours un plaisir de regarder ce que tu fais avec tout le monde. Alors moi, je regarde par curiosité, je te mens pas, je mets dans la voiture le branche à la voiture et je clique sur les vidéos et j'écoute et je trouve ça pas mal du tout. Alors je suis pas tombé sur, je sais pas quand tu postes les liens des podcasts directement, et je trouve ça hyper cool ce que tu fais. Continue, c'est bienveillant. T'as plein de gens de rôles et de milieux différents qui viennent parler chez toi. Je pense que ça va grandir par la force des choses parce que c'est bienveillant et je pense que tu auras l'occasion de faire encore des choses encore plus belles. Je te remercie. Voilà. Dans tous les cas, merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. Bonne fin de journée à tous. Et accrochez-vous, faut s'accrocher. Je te dis merci, on vous rappelle. Ouais, exactement. À bientôt, Milo. Ciao, ciao. Ciao.